Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Show, votre chaîne des rapports de bataille tuto et la peinture. Aujourd'hui je suis accompagné de Mr. M. Puisque cette semaine sort les Chapter Approved divisés en deux parties, celle-là avec les coups en point c'est l'objet d'une autre vidéo, et celle-là qui va nous expliquer comment est-ce qu'on gagne et on perd à Warhammer 40 000 version 9 avec les scénarios. Ce qui est très intéressant, c'est que, on va le voir, Game Workshop a tenté de rééquilibrer avec les coups en point, mais réellement ce qui va faire la différence, c'est au niveau de sa structure d'armée. Étonnamment, c'est pas dans le Manufactorum donc des coups en point, c'est ici, puisque mono keyword, chapitre obligatoire, aussi une vraie révolution au sein justement des objectifs primaires, puisque historiquement au niveau des scénarios, on avait les objectifs primaires et le scénario nous offrait un objectif secondaire unique qu'on pouvait choisir de prendre ou pas. On le prenait que très rarement, il y avait un scénario sur lequel c'était auto-include, mais sinon on le prenait jamais. Là, on va le voir, ça va faire partie justement des primaires bis, puisque déjà ça va changer. On va avoir prendre et tenir, comme d'habitude, le fait de marquer 4 points de victoire et pas 5, à partir du moment où on contrôle un objectif, 4 autres points, donc 8 si on en contrôle un deuxième, et 4 autres points pour un total maximum de 12 si on en contrôle plus que son adversaire. Et justement, les primaires vont être compensés avec justement un autre primaire bis qui, dépendamment du scénario, va être basé sur l'attrition, sur le contrôle map et même parfois sur l'équivalent de ce qu'on avait avant avec de l'Eternal War, avec des objectifs qu'on va marquer à la fin de la game. Ce qui va aussi justement ajouter énormément de fraîcheur par rapport à ça, c'est que sur deux scénarios, la génération de points de commandement est aussi remplacée par celle du scénario où il faut prendre des risques, elle est au centre de table et dépendamment du nombre d'objectifs qu'on contrôle, on va gagner des petits PC par rapport à ça. Clairement, on vit notre meilleure vie de joueur de Warhammer 40 000, on est sur la version qui a le plus de maturité et de maturation puisqu'on est à peu près à 50% de la vie de cette version-là. On a un nombre de codex qui est suffisant pour vraiment prendre du plaisir de jeu avec un jeu qui est plus ou moins équilibré. Il y a toujours quelques némésis au sein de la méta. Le fait est que des joueurs qui commencent avec des codex V9 jouent au même jeu et ça c'est ultra plaisant. Et là il y a des vraies réflexions au niveau de l'intellect justement de qu'est-ce qu'on va jouer et pourquoi on va le jouer. T'as bien résumé, il y a beaucoup de changements, on va le voir, mais effectivement, on va jouer à Warhammer 40 000, mais une autre version de Warhammer 40 000, si on peut dire, avec ce fameux système de primaire bis, plus ces objectifs de mission spécifiques qui vont rajouter des règles sur certains scénarios. Je trouve, à titre personnel, que dans un premier temps, il y a un peu de difficulté à bien rentrer dedans, parce que comme tu l'as dit, avant les primaires, c'était je m'assois sur mes points à la fin de ma phase de commandement, est-ce que j'en ai plus ou pas que l'adversaire, et puis je marque 5, 10, 15, donc c'était entre guillemets assez facile à réaliser et à scorer immédiatement. Là, il y a quand même des objectifs de primaire bis et certains, il y a beaucoup de conditions, il y a des actions à faire potentielles, ainsi de suite. Donc ça va demander un suivi, entre guillemets, un peu dans sa partie un peu plus précise. Donc ça, c'est, on va dire, dans la complexité, en tout cas, à rentrer dedans. En revanche, ce qui est super, c'est que ça va redonner des mécanismes de jeu et des actions à faire pendant toute la partie pour marquer des points de victoire et être peut-être plus dynamique que ce qu'on avait où finalement, j'étais assis sur mes points, j'empêchais l'adversaire d'être assis sur ses points, je marquais plus de primaires que lui, déjà j'étais bien, et après je faisais un peu mes secondaires. Là, avec ce système de je marque 12 points en étant assis maximum sur mon point, et bien finalement 12 points, c'est ce que peuvent rapporter aussi des secondaires, sur une partie 15 points, ainsi de suite. Donc on va se rendre compte que mécaniquement, les secondaires ont peut-être un peu plus d'importance qu'avant, parce qu'il faut quand même bien les marquer, puisque les primaires juste en étant assis sont un peu moins rentables. Et en plus de ça, les primaires bis vont être aussi importants pour pouvoir gagner la partie. Donc il y a beaucoup de petites choses à faire avec ces petites bouées de figurines, donc ça c'est top. Il va falloir bien réfléchir au moment où on construit ces listes, parce que donc il y a des changements, mais aussi des changements pour gagner. Donc tout ça c'est top, c'est-à-dire qu'on arrive en 2022 avec presque un nouveau jeu, merci Games Workshop pour ça. Yes. Pour entrer un petit peu aussi justement dans le détail, on va parler des différents formats qui sont couverts par Game Workshop. Là, mitigé. Aujourd'hui, le format match-play n'est couvert que pour le 1000 et le 2000. Ouais. La particularité aussi, clairement, c'est que vous allez voir qu'il y a une forme de rigidité dont on va avoir quand on a créé sa liste pour faire du match-play et pour avoir une armée dite de Battleforge, c'est-à-dire légite pour pouvoir jouer à ce jeu et aussi avoir des points de commandement et ainsi de suite. Et ça enlève une strate puisque aujourd'hui on a le jeu libre si on veut jouer à la balle les couilles avec un point de puissance. Dès qu'on veut aller sur un jeu un petit peu plus adulte, je parle pas forcément d'équilibrage, mais un petit peu plus adulte, on passe en match-play. Or, c'est pas parce qu'on veut jouer avec un jeu d'adulte qu'on est automatiquement un tournoyant, un compétiteur. Or là, on n'a plus le choix. C'est-à-dire que c'est soit jeu libre, soit match-play. Donc c'est là où le bas blesse un petit peu sur la latitude de jeu qu'on va avoir quand on fait son armée et qu'on est un joueur, même un peu casu, qui voudrait s'amuser à se dire je vais jouer ultramarine, allié avec des impérialistes, tout ça n'est plus possible. Donc vraiment, maintenant c'est jeu libre ou entre guillemets match-play, et mais match-play veut clairement dire
jeu sérieux. Ça veut pas dire narratif ou en tout cas qu'on doit être un gros compte compétiteur et il faut arrêter avec cette image-là d'ailleurs. Ça veut juste dire qu'on se prend au jeu de jouer sérieusement, en tout cas d'avoir un jeu un petit peu plus équilibré. Mais quand même, on a perdu un petit peu cette partie-là. Tout ça pour dire qu'en gros, 2 formats sont couverts. L'incursion pour le 1000 où ça se joue en 2 heures et si on est en armée Battleforge, on commencera avec 6 points de commandement. Et le Strike Force où là, les parties visent à durer 3 heures pour du 2000 points et on commence par 12 points de commandement. La particularité aussi est que bien évidemment, son seigneur de guerre doit avoir un mot-clé commun en plus de celui Chaos, Imperium, Aeldari, Inari ou Tyrannide pour que son armée soit légale. La première vraie modification est le fait que maintenant, à partir du moment où dans votre armée vous allez avoir des unités avec un mot-clé, c'est-à-dire un mot-clé entre guillemets chapitre, cabale, culte ou autre, l'intégralité de votre armée doit avoir le même. Donc, ce qui est un petit peu rigolo, c'est de se dire que, ok, c'est facile, chapitre, je décide de jouer Ultramarine ou Ultranus parce que je choisis un successeur, tous mes détachements doivent l'être, sinon, je ne suis pas Battleforge. Là où certaines armées disent un petit peu ta gueule, les Drukhari, c'est pour ça qu'ils vont garder une place assez haute au niveau justement du classement, c'est que eux, pour le coup, comme ça va être culte, cabale ou coterie, eux, ils ont le droit, par contre, ils devront à chaque fois avoir la même cabale, le même culte et la même coterie. Donc c'est un petit nerf pour justement certaines de ces armées qui jouaient par exemple 2 cultes ou 2 cabales. Le fait est qu'ils passent quand même un petit peu à travers les mailles du filet par rapport à ce mécanisme-là. Quelques exceptions néanmoins à cette règle, c'est pour les marques chaotiques qui ne sont pas liées justement aux légions. Et aussi le fait, dernière petite modification, c'est le fait que maintenant quand on joue un détachement auxiliaire super lourd qui partage le même mot-clé que son seigneur de guerre, il ne coûte plus 3, mais 2 PC puisqu'il faut rajouter 2 PC vous sont remboursés si votre seigneur de guerre a le même mot-clé. Et enfin, autre dernière petite modification, c'est le fait quand on joue un détachement auxiliaire super lourd, c'est-à-dire les détachements qui vous permettent d'avoir un super lourd. Avant, il coûtait 3 PC. Maintenant, si votre Warlord, donc c'est votre seigneur de guerre, a le même mot-clé de faction, alors on vous en rembourse 2, donc il coûte que 1. Tout ça, alors effectivement, c'est beaucoup de changements. Il y a des armées qui sont fortement impactées par ce système de chapitres. Parlons, on va dire, des Thousand Sons que je connais bien, où jusqu'à présent, on avait en compétitif envie de jouer un culte qui était le culte du temps et un culte qui était le culte de la duplicité, pour bénéficier finalement de tous les bonus qui vont bien sur ces unités-là. Toi, c'est la même chose avec la Sista, où on avait très envie de jouer du Bloody Rose et autres à côté, pareil, pour voir tous ces petits bonus. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a des armées qui sont clairement impactées. Là où c'est quand même bien, il faut quand même dire les choses, c'est qu'en termes de lisibilité sur table, c'est beaucoup plus simple pour votre adversaire. Combien de fois en partie, un adversaire se rappelle plus forcément ce qu'était peut-être Bloody Rose ou ce qui ne l'était pas, quelle bulle reroll des 1 fonctionne parce qu'on est Bloody Rose et que la reroll elle est sur le Bloody Rose et qu'en fait à côté, ah bah non, c'est pas la bonne reroll des 1 parce qu'en fait c'est vrai, je suis pas du même culte et ainsi de suite, parce que c'était ces mots-clés-là qui jouaient sur ces bulles, et donc parfois, même l'adversaire se trompait, même le joueur actif pouvait se tromper sur ces bulles et ainsi de suite. Donc quand même, pour faciliter la lecture sur table globale pour l'adversaire, et pour soi, c'est plutôt bien. Après, il y a des armées où très clairement, tu prenais l'exemple de je joue Ultramarine et à côté de ça, je joue un petit détachement Imperial Fist par exemple. Tu perdais ta super doctrine. Donc voilà. Ça se faisait même. Et beaucoup de personnes qui commençaient le jeu aimaient le pouvoir le faire. Et je trouve que l'idée d'induire des bonus, si tu le respectes, c'était un choix. Et même des fois, c'était un choix de parce que c'était très fort. On s'en fout. Là, tu as perdu cette latitude de jeu. Juste ce que je voulais dire, c'est que par là, c'est que surtout, tu avais des armées qui de base étaient mono-keyword, en fait, en réalité. Et il n'y avait que quelques armées qui se permettaient de multiplier un peu ces petits keywords-là pour aller chercher finalement encore plus de puissance sur table. Par exemple, il y en avait... Voilà, et donc là, aujourd'hui, très clairement, il faudra faire des choix. Alors oui, est-ce que c'est un peu plus frustrant? Certainement. Moi, en tant que Thousand Sons, je vais devoir réfléchir à ma liste. Peut-être qu'un Sista va devoir réfléchir, mais je trouve que globalement, pour la lisibilité sur table, c'est plutôt bien. Après, sur le fameux super lourd qu'on a en détachement quand il fait partie de sa même faction et ainsi de suite, ça, je trouve ça super, parce qu'il y avait des entrées qui étaient condamnées de base parce que super lourd et parce que 3 PC et que du coup, on les voulait pas. C'était très vrai chez le Necron. C'était peut-être vrai aussi, tu disais l'Admech, mais l'Admech qui peut jouer avec des IK potentiellement dans son codex. Donc, est-ce que du coup, ça peut être plus intéressant de le rentrer? En tout cas, ça permet à des joueurs d'aller tester autre chose sans se dire « Ah mince, tout de suite, 3 PC perdus pour une entrée, non, j'y vais pas. » C'est quand même plus simple et mieux pour la viabilité globale des codex et puis des parties. Ensuite, pour maintenant, très rapidement repasser sur la cinématique de début de partie, pas de changement global. Quand même, si ce n'est que le fait que si jamais on joue un décor de faction, alors on a le droit d'enlever un décor pour qu'il rentre dans sa zone de déploiement. Ouais. C'est quand même pas dégueulasse. Ensuite, on va pouvoir justement jeter un dé et le gagnant va choisir d'être attaquant ou défenseur. Donc choisir
sa zone de déploiement. Ensuite, en simultané, mais avant de commencer le déploiement, vous allez avec votre adversaire justement lui déclarer vos objectifs secondaires. Petit changement, vous devez prendre 2 objectifs secondaires issus de ce livre. Ça veut dire que quand le Necron, par exemple, choisissait un objectif secondaire de son codex, ça ne change rien. Par contre, les petits malins de Space Marine s'amusaient à prendre un du supplément et un du codex Space Marine. Et c'était légal. Maintenant, enfin, c'est aplani, il n'y a plus de chouchoutage par rapport à l'Imperium, et ça, c'est plutôt positif. Ensuite, une fois que c'est fait, on va déclarer ce qu'on va mettre en réserve, et derrière, on va se déployer de façon alternée. Une fois que c'est terminé, comme d'habitude, on va jeter un dé pour savoir qui va avoir le premier tour, et le gagnant du GD a l'obligation de le prendre. Juste pour revenir sur effectivement ce système de choix de secondaire, c'est très bien parce que ça aplanit les choses. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Le bémol que moi j'ai, c'est que ça arrive pour moi quand même très tard. Je veux dire, l'ESM, ça fait 1 an et demi qu'il est là, ça fait 1 an et demi qu'il fait les deux. Quand il est sorti déjà, on se le disait, on disait pourquoi est-ce que l'ESM, entre guillemets, enfin l'ESM, pas l'ESM, c'est le Blue Angel, le Death Watch et le Space Wolf, et le Dark Angel qui pouvaient faire ça, les autres ne pouvaient pas, et on s'est toujours dit pourquoi ils le font. Qu'ils le fassent, moi je trouve que c'est très bien. À mon goût, ça arrive peut-être un peu tard. Quand t'avais un Dark Angel qui gardait l'objectif chez lui avec une troupe super OP, il flaguait 15 points, et qu'en plus, quand il allait chercher l'ESM, il savait qu'il mettait 28 points dans sa game. Oui, donc c'est pour ça que c'est très bien, mais pour moi, je trouve que ça arrive un petit peu tard. Après, là où tu as raison, mieux vaut tard que jamais, et c'est bien d'aplanir les choses, et je trouve que la façon dont c'est écrit, c'est très intelligent. Yes. Alors, autre chose aussi qui va dépendre du cercle de jeu, c'est que si l'un des 2 joueurs veut abandonner la partie, ça, c'est assez intéressant. La personne qui abandonne passe à 0 points, qu'il abandonne au T1 ou au T5. Par contre, c'est pour l'autre que ça va changer. S'il abandonne avant la fin de la game, et que le joueur qui lui n'a pas abandonné, est en dessous de 60 points, automatiquement il passe à 60, plus 10 points s'il est full pain, donc 70. Encore une fois, est-ce que ça sera adopté au niveau justement du circuit, on va dire, européen ou français WTC ? Je ne pense pas. Pour le circuit américain, qui habituellement, on reprend vraiment stricto sensus les règles de 40K, je pense plutôt que les joueurs s'adapteront, parce que pour le coup, c'est très important pour eux de caper à 90, parce qu'on n'est pas sur un système de ronde suisse, on est sur un système d'overall en termes de points. Voilà, c'est ce que tu as bien expliqué. Justement, alors c'est là où c'est paradoxal, je pense que là, à l'inverse, quand on joue sur le système européen, où on remet sur 20 son nombre de points, alors là, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est un peu compliqué, mais en gros, on prend son scoring, et c'est le différentiel de scoring qu'on a avec son adversaire, qui va nous donner une note totale qui est basée sur 20 points, et c'est là où on verra si on fait 20-0, 19-1, et ainsi de suite. La règle est super bonne, parce que ça veut dire quoi qu'il arrive, on fait 70-0, donc on a un delta qui est tellement énorme qu'on mettra 20-0. Donc là, c'est vachement intéressant, on va dire, sur le système européen, WTC, ce qu'on veut. C'est vrai que sur le système américain, comme tu l'as dit, où la plupart du temps, eux, ils additionnent leurs points, il faut qu'ils marquent des 100 ou des 95 pour marquer le plus de points sur 5 parties et arriver premier. Je pense que le joueur, quand il sera au tour 3 et que son adversaire dit moi j'abandonne, et que lui il sait qu'il aurait pu marquer 95 ou 100 points, ça va peut-être l'ennuyer de se dire je marquais que 70 points sur cette game. Je pense que ça ne sera pas adopté juste pour éviter que ça soit ton adversaire qui abandonne T1 pour te caper toi. Enfin, pour te brider toi. Passons. Ensuite, dernière petite clarification, c'est au niveau justement des objectifs de mission secondaire. On va vraiment différencier ceux qui vont être progressifs, c'est-à-dire sur toute la game, ou à partir du moment où les points sont actés, on les a, ou alors tous ceux qui vont se marquer à la fin de la game, type combattant tant boule tonneau ou jusqu'au dernier. Pour maintenant passer justement sur les objectifs secondaires, on va découvrir le fait que maintenant certaines armées en ont, notamment ceux qui n'ont pas de codex en V9. Pour pouvoir justement avoir le droit de prendre cet objectif secondaire, il faut que l'intégralité de l'armée ait ce mot-clé. Pour en venir à tout à l'heure, on n'a pas donc le droit de jouer des chapitres SM différents. Par contre, on aurait le droit de jouer un seul chapitre et de l'Astra. Par contre, pour avoir l'objectif secondaire Astra, il faut jouer full Astra. On va découvrir ensemble justement les Nakmoon secondaires et objectifs, c'est-à-dire c'est le nouveau nom de ces livres de campagne. La première catégorie, désolé c'est en anglais, ça va être purger l'ennemi. Le premier objectif secondaire qu'on va pouvoir prendre dans cette famille-là, c'est assassinat. Il n'a pas changé. C'est toujours 3 points de victoire à la fin de la partie, et donc pas par tour ou quoi. C'est vraiment à la fin de la partie qu'on va compter les points pour chaque personnage détruit. Et si le personnage était un seigneur de guerre, on marquera un point supplémentaire. Ensuite, on va découvrir l'objectif secondaire de l'Astra. Encore une fois, il faut que l'intégralité de l'armée soit Astra pour pouvoir en bénéficier. Marquer un point de victoire à la fin d'un round de bataille pour chaque ennemi qui a été détruite pendant ce battle round. Et c'est stackable jusqu'à un maximum de 3 par round. On va avoir Brain Kingdom. Gros changement, c'était celui où, pour rappel, on marquait un point de victoire si on pétait un véhicule ou un monstre qui avait moins de 11 points de vie, c'est-à-dire strictement moins de 11, donc de 1 à 10. Et derrière, justement, c'était crescendo. Là, le barème a complètement changé. Maintenant, on va marquer 1 point si on va jusqu'à 9 PV, 2 points si on va de 10 à 14, et 3 points si on est à 15. Et donc, ça, c'est génial, parce que ça veut clairement dire que tous les transports du jeu
qui ont minimum 10 points de vue. On pense Pas bien le évidemment au Saint Rhino, pas au Rhino, au Saint Rhino, puisqu'il y a les seins fumigènes. Et ben alors maintenant, c'est 2 points par véhicule. Et ça change beaucoup. Pareil pour les raiders de ces petits bâtards de Drukhari. Non mais réellement. Et enfin, le dernier, ça va être justement le chasseur de titans, où là, on va marquer 4 points de victoire si on pète un titan, 9 points si on en tue 2, et 15 points direct si jamais on en tue 3. Voilà, on a fait le tour justement de purger l'ennemi. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que globalement, alors déjà, pour parler du secondaire Astra, il est quand même super fort. Hein, parce que c'est tout simplement, il faut tuer une unité par tour. Quand même, le but du jeu, bien, c'est de tuer son adversaire. Donc, normalement, on va marquer des points avec ça de façon assez facile. Donc, c'est un peu un auto-include quand on joue Astra sur des points de secondaire qu'on peut faire assez facilement. Donc, ça, c'est super bien vu. Effectivement, comme tu l'as dit, toutes les armées ne l'ont pas, mais on va le voir, les armées qui en ont, c'est ceux qui n'ont pas de codex. Donc, finalement, c'est une sorte de rééquilibrage. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, de la part de Games Workshop qui se rendent compte qu'aujourd'hui, la différence entre un codex V8 et un codex V9, il y en a 2 principales. La phase de commandement, où très souvent les codex V9 ont une phase de commandement un peu plus riche, avec des potentiels de jeu, de synergie qu'un codex V8 n'a pas forcément. Et la seconde chose qui change tout, c'est effectivement l'accès à ces secondaires, qui dans chaque codex, on a un secondaire qui est entre guillemets un peu pété, ou un peu trop fort, ou un peu trop facile à faire, et qui fait que quand toi tu as ton petit codex V8, et que tu as que tes secondaires là, t'es un peu désavantagé. Donc Games Workshop s'est dit, ok, on va pas être capable de sortir tous les codex au même moment, on a accéléré le rythme, mais malgré tout, il y a des codex qui vont pas sortir tout de suite. C'est pas grave, on vous a fait une réduction en points, on vous a fait de nouveaux coups, et on vous apporte des secondaires spécifiques qui, vous allez le voir, sont quand même relativement faciles à faire, et donc vont vous permettre de, entre guillemets, d'être compétitif avec les autres codex. Donc ça, je trouve ça super. Après, pour le reste de ce qu'on a vu, globalement, c'est des secondaires qu'on connaissait déjà, qui ont été revus sur la façon de marquer les points, mais revus de façon intelligente. Comme tu l'as dit, pour détruire les véhicules, c'est super qu'il y ait 3 paliers et pas seulement 2. C'est vrai que du coup, il y a beaucoup d'armées qui vont devoir un peu revoir leur liste, ou en tout cas, s'ils continuent à jouer du full transport, comme on l'a pu le voir, eh ben, ils vont être un peu plus pénalisés, ou en tout cas, l'adversaire va pouvoir marquer plus de points grâce à ça. Donc ça, c'est vraiment très bien. L'assassinat, on le connaissait avec le point bonus sur le Warlord, c'est toujours cool, finalement, parce que c'est-à-dire que quand on a tué le Warlord ennemi, on est un peu gratifié d'un point de victoire en plus, donc ça, on le prend. Et puis finalement, le fameux chasseur de titans, il est bien parce qu'il est équilibré dans le sens où il devient progressif et qu'il faut avoir tué quand même 3 super lourds pour commencer à avoir marqué ses points. Là où je trouve que c'est très intéressant, c'est que tu te retrouvais malheureusement avec justement le choix de Bring It On et de Titan Hunter, de se dire putain le mec il joue des Harminger et un Titan, qu'est-ce que je choisis? Et là, au moins, finalement, tu n'as qu'un point d'écart entre le premier super lourd que tu détruis, puisque finalement, il aura plus de 15 pèses. Si jamais tu prends justement le Bringing Dome, tu marqueras 3. Si jamais tu vas le chercher en Titan Hunter, tu marqueras 4. Donc je pense que si le mec joue ça plus un Rhino, j'exagère, mais un châssis Super Rhino, c'est rentable. Et ça, je trouve que cette finesse, elle est super intéressante. Puisque finalement, à partir du 3e IK down, tu passes à 15 points cash. Donc, il joue 2 gros, tu te poses la question. Avec des petits, il joue 3 gros, tu te poses pas la question. Là où finalement, moi, je suis plus mitigé que toi par rapport à celui de l'Astra, c'est que globalement, tu te dis que assassinat, le mec joue 4 persos, si jamais tu décides de les sniper ou de tenter de le faire, tu vas à 12. L'Astra, pour marquer 15, il doit quand même tuer 3 unités par tour. Et encore une fois, dépendamment du nombre de pauses, il y a peut-être des unités qui verra pas, ou ainsi de suite. Je pense que tu mettras rarement au-dessus de 9. Donc, il y a une question sur assassinat, ou en tout cas, dans cette famille-là, il y a match, et je trouve ça très intéressant. À partir du moment où le mec, il a 2 rhinos, t'es à 4 points, 3 rhinos, c'est l'équivalent de 2 personnages tués ou de 4 unités tuées sur justement des rangs différents. Je trouve ça très intéressant de la manière dont ils ont réparti les familles. Après, on va le voir, je suis d'accord avec toi, mais il y a pour moi un truc qui va aussi peut-être changer la façon de faire des listes, qui est ces fameux primaires bis. On va le voir que beaucoup de primaires bis demandent de faire des actions, donc demandent d'avoir de l'infanterie. Et donc très souvent, on va demander à avoir des joueurs qui vont commencer à prendre des petites unités pour faire les actions de primaire bis, plus certains secondaires, ainsi de suite, et donc peut-être être plus MSU que ce qu'on a vu. Et quand, en fait, ce secondaire, il est très bien contre quoi? Contre du MSU en réalité. C'est là où on se dit que tous les tours, on va pouvoir marquer des points. Donc c'est sûr qu'en fonction des armées, je te rejoins, on va pas forcément le prendre tout le temps. Effectivement, peut-être que j'étais un peu trop en disant qu'il était auto-include, parce qu'il y a des armées où on n'aura peut-être pas assez de kills potentiels. Mais je pense que la structure des armées, il va y avoir de plus en plus d'armées qui vont commencer à jouer beaucoup de MSU. De toute façon, on le sent bien que Games Workshop sur cette V9 favorise ce type-là de jeu, ne serait-ce que sur les stratèmes qui coûtent plus cher ou ainsi de suite, et ils veulent qu'on tourne quand même le plus possible autour de ce système. Et là, on va le voir quand même sur les primaires bis et certains secondaires, ça tourne là-dessus. Donc, à voir comment ça va aller, mais en tout cas, je pense que ce secondaire-là, il sera vraiment bien sur cette nouvelle génération de scénarios. Ensuite, la deuxième famille des objectifs secondaires, ça va être pas de pitié, pas de répit. Le premier, c'est pas de prisonnier, qui est un petit peu changé. Donc là, c'est vraiment cool. En gros, vous allez devoir tenir un compte de toutes les figurines qui ne sont pas véhicules, monstres ou personnages, et compter le nombre de
points de vie que vous avez retirés. Et par tranche de points de vie, vous allez marquer un certain nombre de points. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la game, vous allez compter ce nombre de points de vie et le diviser par 10. Ça sera votre nombre de points de victoire. Et en plus de ça, par palier, vous allez gagner un certain nombre de points bonus. C'est-à-dire que si jamais vous avez réussi à faire entre 50 et 99 points de vie, vous allez avoir un petit point bonus. Ouais. Exemple tout bête, vous êtes à 90, vous avez fait 90 points de vie, vous allez être à 9 points de victoire. Plus 1 en bonus, ça fait quand même 10. Et si jamais vous dépassez les 100 points de vie faits, alors vous allez avoir 2 points bonus. Donc à partir du moment où vous retirez 100 points de vie, vous avez automatiquement 12 points de victoire. Donc c'est quand même pas négligeable. Ensuite, vous allez avoir Greens and Down, où là pour le coup, c'est l'équivalent de l'attrition d'avant. C'est tout simplement marquer 3 points de victoire à la fin d'un battle round, si jamais vous avez détruit plus d'unités ennemies que votre adversaire. Ensuite, vous allez avoir To the Last, jusqu'au dernier. Vous allez identifier au début de la partie les 3 unités les plus chères de votre armée. Et si elles sont en vie à la fin justement de la partie, vous allez marquer 5 points de victoire. La particularité, c'est que si jamais vous jouez des unités qui vont se diviser en petites unités, on pense aux écuries, on pense à ce genre de choses, ou à libérer les lions pour les custos, ou ce genre de choses, alors si jamais l'intégralité des figurines de l'unité qui ont été divisées, justement, est morte, ça ne sera pas 5, mais 3 points de victoire. Ensuite, on va voir les spécifiques pour les Tyrannides, les Chaos Space Marine, les Chaos Demon et les Chaos Knight. Mais déjà, qu'est-ce que tu penses justement de ces trois secondaires? Les 3 secondaires, alors le To the Last, il est bien, mais il est toujours aussi fort finalement. C'est surtout ça en fait, c'est que To the Last, aujourd'hui, pour moi, le problème qu'il y a sur ce secondaire-là, c'est que sur certaines armées, c'est quasiment du 15 points de gagner gratos, et pour d'autres armées, on ne pourra jamais le prendre. Donc celui-là, ils l'ont un peu modifié dans le sens où effectivement, si l'unité se split, on va marquer tous ces points, mais globalement, quand même, les armées qui vont sur To the Last ou qui créent leur liste pour To the Last sont quasiment assurés de marquer 10 ou 15 points. J'aurais peut-être aimé que ce soit peut-être un peu plus nerfé, qui marque peut-être pas 15 au maximum, mais que 12. Et ça aurait déjà été très bien, je trouve. Là, celui-là, je trouve peut-être encore un peu trop fort selon les armées. Sur le fameux attrition, c'est comme tout, ça va dépendre de l'armée en face, ainsi de suite. Donc, il est OK. Le no prisonnière, pour moi, c'est quand même celui qui est le plus intéressant, en tout cas dans son changement, puisqu'il va aussi bien impacter les unités de horde. Demain, on va jouer contre de l'orc qui va jouer des packs de 20 boys et qui va avoir plein d'infanterie sur lui, plus des orcs sur des sangliers qui ont beaucoup de points de vie, ainsi de suite, on va le prendre. Inversement, une armée qui est très élitiste avec plein de figurines qui ont beaucoup de points de vie, comme le SM, pourquoi pas le custo, ce serait intéressant de calculer combien il y a de points de vie dans son armée, parce que très vite, avec les petits points bonus, on peut marquer 10. Et donc, mine de rien, un secondaire qui peut marquer 10 facilement, c'est bien. En plus, dernier point là-dessus, c'est que sur le pas de prisonnier, ça impacte aussi sur sa façon de jouer. Ça veut dire que quand même, quand on prend celui-là, on va rentrer dans la tête de l'adversaire assez violemment et on n'a pas trop besoin de réfléchir sur est-ce que je fais une action, je fais pas d'action, tout ça. Donc c'est aussi pas mal de se dire qu'on a un secondaire où finalement, en fonction de l'adversaire, on peut lui rentrer dedans de façon violente, on va juste chercher l'attrition, lui faire mal, et on sait qu'en lui faisant mal, non seulement lui il va avoir du mal à marquer des points, et en plus nous on met des points de victoire. Donc celui-là je trouve quand même aussi pas mal. Yes. Ensuite, justement, pour rentrer dans ce spécifique codex, on va commencer par celui des RK, des chevaliers renégats, des Chaos Knight. Là, on va marquer un point de victoire à la fin du battle round pour chacune des conditions qu'on va remplir. Si on a pété une unité dans notre zone de déploiement, ça sera un point de victoire. Au centre de table, 2 points de victoire. Et justement, sur le dernier tiers d'un champ de bataille, ça sera alors 3 points de victoire. Moi, celui-là, c'est comme tout. Est-ce qu'il est ultra fort? Peut-être pas, parce que, comme tu l'as dit, marquer 15, vous l'oubliez. Vous ne marquerez pas 3 fois à tous les tours, un dans chaque. En revanche, il est assez facile à faire et je pense que potentiellement, commencer à marquer entre 8, peut-être 10, 12, ça se fait, à mon avis, assez facilement. Donc c'est pareil, celui-là, l'avantage qu'il a, c'est qu'on l'a dit, le Chaos Knight, il ne va pas faire de secondaire. Il ne va pas faire d'action, il ne va pas faire tout ça. Là, il a un secondaire qui est basé sur l'attrition. Donc franchement, l'attrition, pour le coup, s'il y a bien un truc que les Knights savent faire, c'est ça. Donc je pense que celui-là, on le prendra, parce que le but, ce sera de les tuer plus d'unités que possible. Et si jamais on se rend compte que c'est trop compliqué, parce que l'adversaire n'est pas assez MSU, parce que l'adversaire n'a pas finalement tant d'unités que ça, on reviendra sur ce qu'on connaissait avant, qui est l'attrition classique. On va essayer de tuer plus d'unités que nous, on va en perdre, pour essayer de marquer ces points-là. Donc je trouve qu'en fait, les deux combinés, ça permet, en fonction de l'armée, si l'armée est full MSU, bien populeux, on va prendre celui-là, et puis on va essayer de tuer tous les tours plein d'unités. Et si à l'inverse, il est très élitiste, on prendra le premier en essayant d'en tuer une et lui qui ne nous en tue pas. Yes. Ensuite, on va parler justement des Space Marines du chaos avec la longue guerre. Vous allez marquer un point de victoire par unité détruite qui contrôlait un objectif. Ouais. Par unité. Vraiment, si le mec a décidé de mettre 2 unités sur un objectif, vous allez marquer justement 2 fois 1 point. Et vous allez marquer aussi 2 points de victoire à la fin de votre tour si jamais vous avez récupéré un objectif avec une unité hérétique Astartes qui était contrôlée par l'ennemi. Vous êtes quand même capé à 3 points, mais donc là pour le coup on peut envisager de caper à 3 points par round.
Celui-là, moi, je le trouve très très bon, pour une raison qui est assez simple quand même. Le jeu, qu'on le veuille ou non, ça reste quand même, le principe c'est de prendre les primaires et prendre les objectifs. Donc quoi qu'il arrive, votre adversaire, on va aller sur des objectifs, et vous aussi, quoi qu'il arrive, vous allez vouloir aller dessus. Là où ça devient très intéressant, et on va le voir, c'est que sur les scénarios de cette nouvelle version de Warhammer 40 000, on va dire, il y a beaucoup de scénarios à 5 objectifs. Ce qui veut dire qu'il y aura quand même beaucoup de scénarios où vous allez vous retrouver avec les 2 qui sont chez vous, plus 1 qui est en centre de table, et dès que votre adversaire va vouloir prendre ce 3e objectif, il va venir au centre de table. Et donc, vous aurez l'opportunité de le tuer s'il était dessus, et de lui reprendre derrière. Ça va marquer 3 points de victoire. Si en plus on le combine à un autre secondaire qui est en prise, Stranglehold, qui demande d'avoir 3 objectifs, on va dire en tout cas au moins 3 objectifs et un de plus que son adversaire, donc pareil sur ces objectifs à 5. L'ancienne domination. Voilà, se combinent super bien en fait, parce que ça veut dire que si on prend les 2, potentiellement on met 3 points de victoire parce qu'on a 3 objectifs et plus que l'adversaire, et en plus de ça, si l'adversaire, l'objectif qu'on lui a pris, il avait une unité dessus et qu'on lui a repris, on en remet 3, c'est-à-dire qu'on peut marquer 6 points avec 2 secondaires qui se combinent. Donc là, franchement, je trouve ça vraiment fort, surtout dans ce système de prise de points. À voir, est-ce qu'on le prendra toujours, je ne sais pas, mais en tout cas, le SMC, là, ils lui ont donné comme un secondaire que je trouve vraiment très puissant. Yes, le dernier pour le chaos, ça va être ceux pour les Chaos Demons. Le fait de marquer un point de victoire à chaque fois qu'une figurine fuit. On rappelle quand même que certes aujourd'hui le moral n'est pas quelque chose de très fort dans Warhammer 40 000. Le fait est quand même qu'on va en avoir un quand on rate un test de com et un au niveau des tests d'attrition derrière. Donc potentiellement on peut très vite, je rappelle qu'on est capé à 4 points de victoire, mais pour qu'un peu il en perd un cash, il reste un test de co et derrière en général il perd entre un sixième et un tiers de son pack, on peut aller assez vite caper. Le seul problème c'est de faire des morts pour ça. Et autre chose ici, à chaque fois que justement on va détruire une unité, on va jeter 2d6 et si jamais on arrive à faire un résultat qui est supérieur ou égal à la caractéristique de commandement, on marque un point bonus. Je suis assez mitigé sur celui-là parce que comme tu l'as dit, ça marche sur le commandement. Le commandement aujourd'hui, c'est pas forcément là où c'est le plus facile. En tout cas, ça dépend pas forcément de nous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, votre adversaire, quand il va voir que potentiellement vous pouvez marquer beaucoup de points de victoire parce que vous l'avez fait fuir, qu'il va faire ses jets de dés, qu'il peut faire des 1 et des 2 et ainsi de suite, il claquera peut-être ses 2 PC pour faire son moral insensé et puis dommage. Et des situations dans une partie où il y a des jets de morale, il n'y en a pas non plus des tonnes. Donc la capacité à... Alors peut-être qu'effectivement sur une fois ça va permettre de marquer 4 points de victoire, il faudra voir, mais en tout cas comme ça, je le trouve assez moyen parce que l'adversaire déjà peut vous le contrer avec un stratagème et puis en plus de ça, il faut que vous puissiez le faire proquer, ce qui est quand même pas évident. Yes. Ensuite, on va passer toujours dans cette famille-là à l'objectif secondaire des tyrannides. On observe clairement les tyrannides, puisqu'en fait, c'était déjà certainement le God tier, enfin non, le God Codex. Là, on leur rajoute en plus de ça un secondaire. Après, c'est un secondaire qui, comme on l'a vu, joue aussi avec l'attrition. Donc, est-ce qu'on va avoir envie de le choisir? C'est un bon débat. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder dans sa liste toutes les figurines qui sont synapses et on va devoir tenir un compte. À chaque fois qu'une unité synapse détruit une unité, on va pouvoir justement regarder. Si cette unité qui a fait le kill avait entre 3 et 5 points de vie, on va compter 1. Si elle avait entre 6 et 9, on va compter 2. Et si jamais elle avait plus de 10, on va compter 3. Si à la fin d'un round de bataille, on arrive à au moins 4, alors on marque 3 points de victoire cash. Alors celui-là, c'est vrai qu'il va demander d'avoir beaucoup de figurines synapses pour le faire. Aujourd'hui, ça tombe bien, beaucoup d'armées tyrannides tournent autour de ça, il y en a quand même de plus en plus. Donc là, c'est pareil, il va falloir réfléchir. Alors, comme tu l'as dit, c'est de l'attrition, donc il va falloir tuer des unités. Je trouve que c'est toujours assez, pas facile, mais en tout cas assez bien d'avoir ce genre de secondaire parce que ça nous enlève de la tête une problématique de secondaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas trop besoin de réfléchir. Notamment quand on sait qu'un de ces secondaires, c'est tout simplement buter l'adversaire avec une de ces types d'unités, c'est quand même beaucoup plus facile quand on doit réfléchir sur des actions, comment on les fait, quel type de truc, tout ça. C'est plus simple. La seule question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ils arrivent à kill avec du synapse ou pas? Et c'est là où je trouve que il est un petit peu en dessous finalement du reste, c'est qu'aujourd'hui déjà ça veut dire que putain le mec il lui reste un PEV, je dois calculer que je dois pas le tuer avec lui, je vais pas le tuer avec ma F-Guard, je vais plutôt y aller en faisant un prout avec un crash mort lourd ou une connerie de mon prince démon. C'est compliqué. Non, c'est pas simple. Après, ça, en tout cas, ça veut dire que quand on va construire sa liste en tant que tyrannide, on va le prendre en compte. Et ceux qui auront envie de jouer avec et de s'assurer de pouvoir le faire, entre guillemets, ou en tout cas le faire plus facilement, ils auront créé une liste en amont où ils sauront qu'ils ont du synapse létal
qui leur permettra de prendre ce secondaire quand ils en auront besoin. Et ça permet aux tyrannides, au moment de la construction de liste, de dire ok, j'ai cette arme en main, j'ai ce petit atout, potentiellement je vais pas le prendre à toutes les games, mais je peux le prendre, et ma liste elle est faite pour que si j'ai besoin de le prendre, je pourrais le prendre parce que j'ai mes quelques unités synapses qui vont me permettre de le faire. Et ça franchement, en termes de latitude de jeu, c'est super fort. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'un truc qu'on dit jamais, il y a quand même clairement des listes, mais surtout des joueurs qui décident d'orienter leur liste pour jouer tout seul. Surtout les armées dites de défense. On le voit, par exemple, toi, tu pourrais très bien décider de se dire que je vais faire telle tentante d'action en Thousand Sun, je suis sûr de me ramener 3, 6, 9 points de victoire. Un joueur sort de bataille qui joue aujourd'hui une liste défensive et pas agressive, ce qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir, mais ce qui est possible de faire, il va jouer le fait que, dépendamment de son nombre de dés de fois claqués par round, il va gagner un nombre de points. Et finalement, il va décider de rester chez lui, de juste dire, elle a un dé de fois par tour, je le claque, je m'assure un point, je suis à 5 points, facile. Non mais réellement, plus derrière, celui que je gagne début de round, je le claque pour de la merde, et derrière, je marque 2 fois 5 points, 10 points, 2 points par round. Il y a 5 tours de jeu, c'est 10 points qui sont dans ma poche. C'est vachement bien en fait de se dire qu'aussi on va être capable d'assurer, pas d'écraser son adversaire, mais de jouer défensif. Je rebondis tout de suite sur ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, c'est ça que Games Workshop a aussi un peu lissé, si on veut dire. Typiquement, tu prenais l'exemple des Thousand Sun. Moi, mon armée était faite quand j'allais en tournoi pour jouer seul. Quand tu dis ça, c'est ça. C'est-à-dire que je prenais toujours un secondaire qui était laver les bannières, où je savais que je pouvais le faire tranquillement. Le secondaire Thousand Sun qui fait muter des objectifs, mais pareil, je joue seul et j'ai qu'à le faire. Et potentiellement faire un Stranglehold, donc c'était prendre plus de points que l'objectif et juste avoir une ressource que je vais exposer à mon adversaire pour en avoir 3, lui deny le sien et marquer mes points. Donc je jouais que comme ça en fait. Aujourd'hui, et c'est là où... C'est pour ça que les gens t'aiment pas. C'est vrai, entre autres, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, quand il me voit en vrai, il se rend compte qu'il est beaucoup moins sympa, le gars. Non, mais après, Games Workshop s'est rendu compte de ça. Il y avait beaucoup de listes et de joueurs aux États-Unis très compétitifs qui disaient, moi, ce que j'adore dans le jeu, c'est jouer seul. Il y avait Nick Nanavati, c'était toujours son claim. Chaque fois qu'on le voyait jouer, il disait, ouais, moi, de toute façon, je m'en fous, je joue seul. Il prenait des to the last, en tout cas, il faisait toutes ses armées pour ne pas avoir d'interaction avec son adversaire et savoir qu'il avait marqué ses points de secondaire solo. Pourquoi il joue pas un RPG en ligne? Mais Même pas en ligne d'ailleurs, en LAN. Il le faisait peut-être, hein, mais donc, et je pense que c'est là où Games Workshop a dit, ok, en fait, aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont capables de faire ça, donc comment est-ce qu'on va empêcher ça? On va leur laisser les secondaires s'ils veulent, mais les premières bis, vous allez le voir, pour les marquer, c'est systématiquement des actions, et c'est systématiquement du mouvement, et la nécessité d'aller chez l'adversaire. Et vous allez voir que pareil sur les bannières, je crois qu'il n'y a qu'un seul scénario sur les 9 où il y a 3 objectifs qui sont directement chez nous, on peut laver les bannières, tous les autres, au mieux on en a 2, voire 1. Donc c'est-à-dire que quand on prend laver les bannières, quand il n'y en a qu'un seul objectif chez nous, c'est-à-dire que les autres, il va falloir aller comme dans la pampa. Et là forcément quand on est dans la pampa, il y a son copain qui dit « Oh, qu'est-ce que tu fais ? Tu laves pas ta bannière ici, toi !» Donc ça veut dire que c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, tu as raison, on peut toujours jouer un peu comme ça en réfléchissant, mais c'est moins auto-win, ou en tout cas aussi facile à jouer qu'avant, où on avait vraiment beaucoup de secondaires, et il y a un jeu qui était fait pour rester un peu chez soi, là on va devoir s'exposer, on va devoir faire des actions, donc c'est moins vrai aujourd'hui que ce que ça a été par le passé. Yes. On va changer de famille, on va aller côté Warpcraft, on va commencer par... tuer le sorcier, arborer le sorcier. On ne peut choisir cet objectif secondaire que si on n'a pas de psycheur. Et on va marquer 3 points de victoire à chaque fois qu'on tue un psycheur personnage adverse et 2 points de victoire à chaque fois qu'on tue un psycheur qui là pour le coup n'est pas un personnage. Ils l'ont pas vraiment changé par rapport à l'autre. En tout cas, il avait été faqué, donc il était comme ça aujourd'hui. C'est toujours un peu le même problème. Bon, pour moi, le problème, c'est même pas sur ce que joue Thousand Sun, parce qu'à la limite, on s'en fiche. Ou même que le mec qui joue GK, il s'en fiche, parce que la plupart du temps, quand on joue ces armées-là, on sait qu'on aura ce secondaire en face de soi. La plupart du temps, on crée ses listes en sachant ça. Et donc, on essaye de un peu tourner autour pour que l'adversaire, quand il prend ça, il ne marque pas forcément 15 points, ou sinon, il faut vraiment qu'il fasse très mal. Là, ce que je trouve dommageable là-dedans, c'est que c'est encore à la création de liste, on va encore se poser la question, est-ce que j'ai envie d'avoir joué un psycheur ? Et ça, je trouve ça toujours dommage en fait. C'est moi, je joue par exemple Space Marine. Je me dis tiens, j'aimerais bien jouer un psycheur parce que justement nulle zone, parce que plein de trucs, je trouve ça sympa. Et je me dis si je le prends, je m'assois quand même contre le GK LTS sur peut-être 15 points de victoire un peu facile. Donc ça, je trouve ça toujours un peu dommage d'avoir des secondaires qui orientent trop des choix de figurines. Il y avait une étude, je crois, sur Goonhammer, en fait, un post qui expliquait que de toute façon, aujourd'hui, le chaplain est meilleur en tout point, parce que déjà, tu peux pas te le deny, et tu ne t'assois pas à côté de celui-là. Et donc, finalement, sur 2 armées qui étaient bien positionnées au niveau du méta, tu t'asseyais littéralement sur 15 points de victoire. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve même pas dommage dans le sens où contre le GK LTS parfois c'est un peu no-brain et puis on sait qu'on va marquer des points. Je trouve ça juste dommage sur le fait que qu'on ait des joueurs qui au niveau compétitif, on va pas prendre une entrée juste pour ce secondaire. C'est plutôt l'inverse moi que j'aimerais qu'ils fassent. C'est qu'on prenne des unités
juste pour un secondaire et qu'on joue des unités pour un secondaire et plutôt l'inverse, qu'on ne les prenne pas parce qu'on va s'asseoir sur un secondaire potentiel. Voilà, après sinon, oui, il est quand même fort et contre certaines armées, on le prendra très souvent. Bah justement, tu parlais de Psyker, on va passer maintenant au rituel Warp. Le rituel Warp, ça va nous permettre d'avoir un compteur à chaque fois qu'on va faire un certain type d'action. L'action, ça sera avec un sorcier de tenter une action psychique et de pouvoir la faire dans les 6 pouces de la table, pas entièrement dans. Donc il suffit de lécher un bout de socle, justement, avec des grosses figurines, avec des RK, tu l'avais montré justement sur ça, ou avec un Primark ou n'importe quoi, de faire cette petite action psychique. En gros, si jamais on a réussi à faire cette action psychique une fois, on marquera à la fin de la game 3 points de victoire, 2 fois 7 points de victoire, et 3 fois 12 points de victoire. Celui-là, il est pas trop mal, notamment quand on a ces fameux objectifs, ces fameux scénarios, à 5 objectifs, puisqu'il y en a toujours un qui est en centre de table, donc on sait qu'on va devoir y aller. Le fait de devoir y aller et de se dire qu'en plus, il y a un personnage à côté, on va pouvoir commencer à marquer des points. Après, là où il est toujours un peu difficile, c'est que pour marquer plusieurs points, c'est-à-dire qu'il faut quand même garder le centre de table un certain nombre de tours. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand on arrive au centre de table, notamment T1 ou T2, l'adversaire a tellement de ressources encore qu'il vous déloge assez facilement. Donc c'est quand même risqué, ça va dépendre un peu des armées qu'on a en face, de la projection, de plein de choses. En tout cas, ça reste un secondaire qui est un peu plus facile à faire qu'avant. Maintenant, c'est pas mon préféré et on va voir à la suite. Yes, ensuite, il y en a qui me fait vraiment beaucoup rire, c'est celui-là qui s'appelle Pierce the Veil. En gros, vous allez marquer 8 points de victoire si vous avez réussi cette action 2 fois ou directement 15 points de victoire si vous avez réussi cette action 4 fois. 4 fois, c'est quand même complexe, c'est-à-dire qu'à partir de T2, il faut y aller. Cette action psychique, qui passera encore une fois sur du 4, va être réussie si jamais votre personnage psychique qui l'a fait est à 6 pouces ou moins du bord du champ de bataille adverse. Mais ce que je trouve génial, c'est que tu vas littéralement te faire des bulles de protection. Tu sais, c'est un petit peu comme dans les scénarios où il faut protéger le VIP ou sauver un otage. Là, tu vas te faire une bulle, tu sais, qui va, et ton bonhomme au centre, à côté du champ de bataille, et lui, il va être comme ça pendant toute la game, et en fait, il va faire, ils passeront pas, ils passeront pas. Et si tu y arrives, tu fais 15 points de victoire. Je le trouve assez cool. Tu sens qu'il va vraiment y avoir une, ok, mec, il va falloir que je pilonne ce côté-là de la table, qui est dans mon cul, parce que le mec, il va rentrer. J'adore. Après, il est quand même très dur pour Ouais. marquer. Alors, marquer 8, pour le coup, est assez facile, on va dire, parce que c'est que 2 fois, donc c'est que 2 fois dans la partie, avoir un personnage qui se retrouve dans la situation, c'est jouable. Marquer 15, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, c'est dès le T2, potentiellement avoir un personnage psy qui est dans les 6 pas du bord de table adverse. Alors, sauf si l'adversaire joue peut-être IK et qu'il a que 3 IK et qu'il vous a laissé un gros trou, que vous TP, enfin bon, en Thousand Sun, c'est jouable. Je vous le dis, c'est jouable. Mais à part lui, je ne vois pas trop. Donc, franchement, il est fun pour marquer 8, mais il est quand même très dur. Et puis quand on va voir le dernier, on prendra toujours le dernier. Ouais, c'est un peu le problème, c'est l'interrogation mentale, enfin l'interrogation psychique, où là pour le coup on va marquer 3 points de victoire dès qu'on l'a fait. En gros, on va pouvoir la tenter, c'est une action qui passe sur du 4. On va pouvoir la lancer avec un Psyker s'il y a un personnage ennemi dans les 24 pouces du Psyker. Et si elle passe, je rappelle qu'elle passe à 4, c'est directement 3 points de victoire. Et là, il y a une grosse modification, c'est qu'avant c'était un personnage visible. Plus maintenant. Même si on est tous les deux derrière des ruines, il faut être à 24 pas. Alors celui-là, il est vraiment quasiment 15 points de victoire facile quand vous avez un Psyker, parce que être à 24 pas, alors ça va dépendre, si vous avez un Psyker qui bouge, on va dire de 12, c'est-à-dire que c'est quand même 36 pas de portée. La plupart du temps, aujourd'hui, c'est assez rare que tous les personnages soient embarqués, même s'il y en a quelques-uns, mais la plupart des armées ont quand même des personnages sur table. Donc après, il vous suffit d'avoir votre Psyker au milieu de votre zone de déploiement. Vous savez qu'avec votre move, vous serez quasiment automatiquement à 36 pas d'un personnage. Et après, vous le passez, 3 points de victoire. Donc là, pour le coup, là où je trouve très bon, c'est que quand on a envie de jouer un Psyker, on s'assoit sur Arborer le sorcier, Arborer le sorcier, et pas l'Arborer. Donc ça potentiellement. Mais d'un autre côté, on s'ouvre ce secondaire-là, où on sait qu'en fonction des armées qui, elles, n'ont pas de Psyker et ont des personnages, on peut le prendre et marquer assez facilement 15 points. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas d'autre chose, que c'est une action psychique, donc la plupart du temps on ne peut pas faire d'autres sorts, ainsi de suite, sauf si on est Thousand Sun. Mais c'est quand même très bien, et c'est vrai que celui-là, alors juste pour terminer sur les Thousand Sun, où il est très fort, c'est qu'on se rappelle que le Thousand Sun, il peut rajouter 6 pas à la portée d'un de ses sorts, donc il peut le porter à 30 pas de base, donc là 30 pas de base c'est hyper fort, sans ligne de vue. Il peut, s'il ne veut pas augmenter la puissance, de le faire sans être dissipé, c'est-à-dire je fais mon truc, tu peux, même si tu es un psy ou autre chose, tu ne dissipes pas. Enfin bon, celui-là, pour moi, il est vraiment super fort, même pour le GK potentiellement. Donc c'est-à-dire que ces armées à beaucoup de psy, moi, je pense pour l'Astra, parce que ces Psykers sont pas chers. Oui, potentiellement. L'Eldar, d'ici quelques semaines, pareil en fait. Voilà, mais en tout cas, ça ouvre de nouvelles possibilités où avant on l'avait pas. Voilà. J'ai rien dit. C'était un signe West Coast, c'est ça? Ouais, bien sûr. Ensuite, on passe à la famille des opérations secrètes de l'ombre.
On va commencer par lever les bannières très haut ou les laver très propres. Ouais. Chez nous, ça sera laver très propre, vous le savez. Une ou plusieurs unités vont pouvoir commencer cette action à la fin de la phase de mouvement. Cette action est réussie justement si à la fin du tour la bannière est levée et on me marque les points par contre qu'à la fin de sa phase de commandement, 1 point par bannière levée et 1 point à la fin de la partie pour les bannières qui sont encore levées, même si on n'a plus cet objectif mais qu'aucun ennemi n'a été justement le reprendre. Et on perd la bannière à n'importe quelle phase du moment que l'adversaire récupère le point. Donc ça peut être une phase de move, ça peut être une phase de corps à corps, Ça une peut phase de être corps à corps. le deuxième tour du T5. Ça peut être il y a plein de moments en fait, en tout cas dans la partie où potentiellement du moment que l'adversaire reprend la bannière pour diverses raisons, parce qu'il vous tire dessus et que vous avez dû enlever une figurine, du coup il y en a plus que vous, tout d'un coup c'est objectif, peu importe, on s'en fout en fait, et bien vous allez perdre la bannière. Donc il n'a pas beaucoup changé celui-là, il est toujours très bien. Après comme je l'ai dit, on va le voir que sur les scénarios il est moins facile à placer. Il y a quelques scénarios où on peut en tout cas en laver 2 assez facilement, 3 c'est très dur, et beaucoup de scénarios on peut en faire qu'un. Donc celui-là qui était souvent un secondaire qu'on prenait assez régulièrement sur les autres scénarios. On mettait pas 15, mais on savait qu'on mettait 8, 9, 10 tout le temps. Voilà, là, ce sera quand même beaucoup plus compliqué à aller chercher. Donc je suis pas sûr que celui-là, on le prenne aussi régulièrement quand même. Ensuite, en objectif secondaire, toujours justement des opérations secrètes, ça va être enquêter sur le signal. En gros, on va marquer 3 points de victoire si cette action est réussie. Cette action peut être réalisée par des unités de type infanterie qui contiennent au moins 3 figurines. Fini le lictor, fini les escouades de croisée de 2 ou les Descultes assassins ou les serviteurs. Ça joue quand même beaucoup. Ils ont compris qu'il y avait un cancer en fait par rapport à ça et que c'était intéressant d'avoir des unités un petit peu plus sizées. Ça veut aussi dire qu'on se rappelle que les custodes comptent pour 2 pour tous ces mécanismes-là. Et donc c'est assez intéressant de voir justement comment est-ce qu'on va pouvoir subtilement faire sa liste. En gros, cette action, elle va être réalisée à la fin de la phase de mouvement si une unité est entièrement dans les 6 pouces du centre de la table et qu'il n'y a aucune unité ennemie à l'exception des aérodimes. Et l'action sera réalisée à la fin du tour et on marquera donc 3 points de victoire. Donc c'est un secondaire qui est quand même fort. Tout ce qui se marque à la fin de son tour, c'est toujours bien parce qu'en fait, on peut vraiment planifier son système de jeu là-dessus. Après, la difficulté qu'il y a, c'est qu'effectivement, c'est-à-dire que quand on a fini sa phase de mouvement, il faut qu'il n'y ait pas d'unité ennemie à 6 pas. Donc au premier tour, quand on a le premier tour, ça c'est facile. Quand c'est plus le cas, c'est un peu plus compliqué. Après, ça signifie aussi que quand on prend ce secondaire-là et qu'on a un joueur en face qui est plutôt défensif, qui n'a pas forcément envie de venir au centre de table pour diverses raisons, s'il sait que vous avez ce secondaire-là, il va quand même être obligé d'exposer certaines unités, sinon il va vous donner quand même 3 points à chacun de vos tours très facile. Donc je pense que ça aussi c'est assez intéressant en fonction des armées qui n'ont pas forcément beaucoup de projections, qui ont envie de rester un peu chez eux, de vous tirer dessus et tout ça. Quand vous prenez ça, il peut continuer à jouer comme il a envie, mais bon, il sait que vous, tous les tours, vous allez marquer vos 3 points. Donc quand même, c'est intéressant, ils l'ont changé, et je trouve que celui-là, il se réfléchit en début de partie en fonction de son adversaire. Moi, en tout cas, ce que je trouve très intéressant, c'est que, on va le voir, il y a quand même un scénario sur 3 où il n'y a pas d'objectif au centre de table. Et là, tu te dis, ok, si je joue contre un Space Marine, lui, est-ce qu'il va avoir envie de jouer le serment de l'instant Tu vois, même si on rappelle qu'il n'a plus le droit que de prendre un seul scénario, soit dans son supplément, soit dans son codex SM. Et là, est-ce que quand je joue contre un Space Marine, je vais pas un peu le forcer à le faire ou à ne pas le faire? Tu vois ce que je veux dire? Parce que certes, il va avoir envie de me deny, donc de me contrer le centre de table, parce qu'il sait que j'ai ça justement dans mon arsenal de secondaire pour le faire. Je trouve que c'est intéressant en tout cas. Oui, c'est bien, ça ouvre toujours des possibilités. Après, c'est vrai qu'on est quand même caché quand on prend ces secondaires, mais en tout cas, une petite partie mind game. Ouais. Donc, à voir l'impact que ça peut avoir. Ensuite, on va passer justement sur récupérer les données de Nakmoon. C'est l'ancien récupérer les données d'Octavius, d'Octarius. On s'en fout, on appellera ça comme ça, nous. Il a lavé les bannières, alors on a fait notre objectif. On a fait les données. En gros, on va marquer 4 points de victoire si on arrive à faire cette action 2 fois dans la game. 8 points de victoire si on a réussi à le faire 3 fois et 12 points de victoire si on a réussi à le faire à 4. C'est une action qui se fait justement dans les différents quarts de table. La particularité, c'est que ça a changé. Maintenant, on peut faire l'action avec une unité de type infanterie ou motarde et on peut le faire avec le mot-clé personnage. Par contre, il y a une vraie contrepartie, c'est que pour savoir si cette action est réussie, on va devoir jeter un dé, et si le résultat est inférieur ou égal à l'effectif de l'unité, alors l'action est réussie. Si on est de type troupe, alors en plus de ça, on aura un bonus de -1 sur ce fameux jet de dé. Ça veut dire en gros que si on le fait avec 5 troupes, avec une escouade de 5 figurines de troupes, et automatiquement, même si on jette dé, on fait 6, ça tombe à 5, l'action est réussie. Fini donc les petites escouades de 2 serviteurs, de 2 Descultes assassins ou quoi, ou alors faudra faire une chance sur 6. On peut aussi le tenter avec un personnage, mais c'est plus compliqué. Alors celui-là, effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On va dire c'est la taille de l'unité qu'il fait, le type d'unité qu'il fait, et après le petit jet de dés qui fait que ça devient random. Parce que, en fait, le problème qu'il va y avoir là-dessus, c'est que quand on est effectivement T1, la plupart du temps, on a une troupe de 5, c'est gratuit. Pour l'instant. Voilà. T2, une troupe de 5, normalement, on l'a encore,
c'est gratuit. Quand on arrive T3, T4, T5, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que là où c'est intéressant, c'est les armées qui ont des troupes infiltrées. Ils peuvent déjà se dire, ok, moi j'ai pris des troupes infiltrées, dès le T1, je vais m'infiltrer dans un truc de mon adversaire pour le faire assez facilement avec mes 5 et le faire auto-include dans son côté de table parce qu'on sait que ce sera là le plus dur en fin de partie. Et derrière, je vais essayer d'assurer tranquillement chez moi où je pourrais le faire plus facilement. Donc ça va aussi changer les types d'unités qui vont être fortes. Ça veut dire qu'aussi quand on a des troupes de 10, eh ben, c'est aussi sympa parce que avant qu'on n'ait plus assez d'effectifs, c'est bien. Là où c'est le gros nerf, c'est ces fameuses armées, on va dire type la Sistin, qui aimait bien avoir ces petites unités de 5 volantes qui arrivaient pour arriver FP d'un côté de sa table pour faire hop, je fais mon petit Octavius, mon petit Nartoon, enfin je récupère mes données. Maintenant, vu qu'on n'est pas troupe, bon si je fais mon 6, c'est un peu c'est le drame. C'est le drame, je suis arrivé pour rien. Et en plus de ça, ce qui se passait très souvent, c'est je suis arrivé, tu m'as tué 3 petites Sistas ou 4, il m'en reste une, c'est pas grave, je mets un PC, je reviens tranquillement et j'arriverai au T5 pour finir l'action. Là, tu finiras pas Ou alors avec un ça. gem pack qui, justement, il reste qu'une figurine, Voilà. quelle que soit l'armée d'ailleurs. Exactement. Et donc tout ça, en fait, c'est fini. C'est-à-dire que quand il te restera 2, tu feras pas ça avec. En tout cas, tu feras peut-être d'autres choses, mais tu feras plus ça. Donc c'est vrai que ce secondaire qui était vraiment auto-inclus dans toutes les armées ou que beaucoup de joueurs prenaient parce que c'est 12 points un peu plus safe, là, c'est quand même beaucoup moins simple. Il va falloir le planifier, c'est-à-dire que les armées qui auront toujours envie de le faire, ils auront certainement des unités de troupes qui peuvent s'infiltrer, ou des troupes avec un peu plus d'effectifs, ou en tout cas un système de jeu qui tourne autour pour pouvoir se l'assurer plus facilement. Mais en tout cas, c'est pas un auto-include si on l'a pas vraiment réfléchi en amont, et ça, c'est vachement bien. Yes. Ensuite, il va être mis en comparaison avec justement le fait de déployer les balises de téléportation. Là, pour le coup, c'est pareil, ça va se faire avec une action pour Scythe de type infanterie ou de biker. Cette action, elle peut être tentée soit quand on est entièrement à 12 pouces de la zone de déploiement, c'est-à-dire pas au centre de table, mais très près, on va dire, justement de celui-ci. Si on l'a fait à ce moment-là, on marquera 2 points de victoire. Par contre, si on l'a fait entièrement dans la zone de déploiement, là, on marque 4 points de victoire. Celui-là, il est quand même très bien. En plus, comme tu l'as dit, c'est que si on est troupe, on le marque à la fin de son tour. On le rappelle, pour marquer des points d'objectif secondaire à la fin de son tour, c'est très très fort. Parce que ce qui se passe par du temps, on le fait, on se fait laver par l'adversaire, mais on s'en fout. Là, pour le coup, on joue tout seul. Voilà, on joue tout seul, on a marqué ses points et c'était prévu. Donc celui-là, pareil, qu'on ne prenait pas ou qu'on ne voyait pas, on risque de le revoir. Effectivement, marquer peut-être les 15 points en faisant chaque fois dans la zone de déploiement adverse, en fonction des zones de déploiement de ça peut être un peu compliqué à faire. Maintenant, même si on fait 5 fois, on va dire, à 12 pouces de la zone de déploiement adverse, donc c'est-à-dire quasiment au milieu de table, donc c'est pas non plus trop compliqué quand les unités infiltrées, on le fait 5 fois comme ça, c'est comme 10 points de victoire. Donc, après, est-ce qu'il vaut mieux prendre un déployé, enfin retrouver les données, qui peut marquer jusqu'à 12, celui-là? En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que globalement, quand même, les Shadow Operations qui étaient les plus plébiscités jusqu'à présent, parce qu'il y avait soit lever les bannières, soit retrouver les données qu'on prenait quasiment systématiquement. Maintenant, il y a un vrai débat. Voilà, maintenant il y en a 3 qui sont quand même bien. Ça va vraiment dépendre de son armée, comment on l'a construite. Ça va dépendre aussi des déploiements du scénario. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Ils sont très bien, ils sont un peu plus complexes, mais ils sont vraiment très bien pensés. Ensuite, on va passer à la dernière famille, c'est celle de la suprématie militaire. Le premier, c'est derrière les lignes ennemies. On va marquer 2 points de victoire à la fin de son tour. Si une unité de son armée est entièrement dans la zone de déploiement ennemi, ou alors 4 points de victoire si on a au moins 2 unités ou plus dans cette partie-là de la table. Celui-là, c'est pareil, il était quand même assez difficile à faire, il reste toujours difficile à faire. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que si on prend celui-là et qu'on prend celui où on déploie, on va retrouver les balises chez l'adversaire. Quand même potentiellement, c'est-à-dire que si on est dans l'adversaire entièrement dans sa zone de déploiement, on met 2 points grâce à celui-là, plus 4 points grâce à l'autre, on met 6 points d'un coup à la fin de son tour. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il est plus binaire. C'est qu'avant, s'il te restait qu'une unité chez l'autre, il la gérait même pas. Ouais. Tu vois que elle est Eldrake, tu vois ce que je veux dire. Là, maintenant, tu dis, le mec, 2 points, je vais être obligé de les gérer. Non, donc c'est pas mal, il faudra voir, mais en tout cas, il synergise avec d'autres secondaires, et ça, c'est toujours bien. Donc c'est pas mal, parce que finalement, ta petite unité, là, pour le coup, on parle des serviteurs en attaque de flanc, ou ce genre de choses, à partir du round de 3, dans le déploiement adverse, en tout cas par le bord du déploiement adverse. Ça fait chier d'aller devoir les gérer, et c'est plus binaire, c'est plus 4 ou 0. Donc là, c'est tout de suite 2, ça peut mal. Ensuite, on va redécouvrir sur tous les fronts. Pareil, celui-là, il était quasiment auto-inclus dans beaucoup d'armées versus justement derrière les lignes ennemies. Donc là, pour rappel, on va marquer 2 points de victoire si on a des unités qui sont à plus de 6 du centre, mais surtout sur 3 sur 4 quarts de table. Et alors 3 points de victoire si on a des unités dans les 4 quarts de table. La vraie différence, c'est que maintenant, il faut au moins que les unités aient plus de 3 figurines ou qu'elles soient véhicules ou monstres.
Bah, c'est ça qui change tout, hein, ces fameuses 3 figurines. Tu l'as dit, très souvent, le Tyranny il avait son petit lictor. Enfin, toutes les armées avaient potentiellement son unité pour le faire. Il y avait encore ces possibilités quand on avait des unités qu'on pouvait faire revenir de faibles ou qu'on pouvait renvoyer en faible qui revenaient plus tard pour faire toujours ces petits secondaires qui étaient toujours très bien, hein, même quand on n'avait plus qu'une unité. Bah, maintenant, c'est fini, il faut en avoir 3. Donc ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que dès qu'on commence à perdre à l'attrition certaines de ses forces, ça va être plus compliqué de le faire, donc il faudra bien réfléchir avant de le prendre pour être sûr qu'on ait quand même beaucoup d'unités qui peuvent faire son engagement sur tous les fronts. Yes, ensuite on va avoir Strong and Hold. Là pour le coup ça n'a pas changé, c'est l'ancien domination, c'est le fait de marquer 3 points de victoire si on contrôle au moins 3 objectifs et plus que son adversaire à la fin de son tour. Celui-là il reste très bon, encore plus comme tu l'as dit, il y a finalement 6 scénarios où il y a des objectifs en centre de table, donc ça veut dire 6 scénarios le part du temps où il n'y a que 5 objectifs, donc quand on le fait sur ces scénarios-là c'est quand même plus facile à faire quand il y en a 6. Et donc celui-là, je pense qu'on va l'avoir très souvent, mais ça voudra dire qu'on aura quand même des parties très sanglantes, puisqu'il y a de fortes chances que les deux adversaires le choisissent et que les deux vont vouloir aller au centre de table de façon respective. Et donc ça va se rentrer dedans très vite en centre de table. Et enfin, dernier objectif secondaire de la suprématie militaire, c'est celui des IK, des Imperial Knights. Là, en gros, vous allez pouvoir marquer jusqu'à 5 points de victoire par round, mais vous ne pouvez pas commencer à scorer dès le premier round de bataille. Ici, vous allez marquer 2 points de victoire si vous contrôlez la moitié des objectifs du champ de bataille et plus que votre adversaire. 2 points de victoire si jamais vous avez aucun ennemi dans votre zone de déploiement. Et 1 point de victoire si jamais les Imperial Knights de votre armée n'ont pas fait demi-tour pour aller chez vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous bougez ou vous bougez pas, vous allez dire à votre adversaire « je bouge de 0,001 pouce en m'éloignant de chez moi » et ça me permettra tout simplement de marquer 1 point de victoire. À noter que ce petit point de victoire ne se marque pas si on s'est désengagé à ce tour. Il est bien. Le seul truc, c'est qu'il est dans une catégorie où tu as déjà le quart de table ou le Strong and Hold. Et aujourd'hui, en IK, c'était le seul objectif secondaire que tu avais un petit peu auto-abuse avec To The Last. Après, l'avantage qu'il a peut-être sur celui-là, c'est que les cartes de table, ils sont très bien effectivement en IK, mais ils sont aussi dangereux face à certaines armées. Où tu vas vouloir prendre les cartes de table, mais tu vas prendre tellement cher que derrière, tu dis, là, j'ai pas forcément envie. Alors que là... Surtout quand ton adversaire est un bourse molle qui fait une liste pour te contrer avec des persos Wildscare. Personne fait ça, je crois. Si personne fait non, ça n'existe pas. Petit. Mais non, plus sérieusement, effectivement, je pense que celui-là, il se réfléchit en fonction de l'armée qu'on a en face. Contre les objectifs, quand on est IK, vu que tout est super OP, qui compte pour 5, c'est quand même très facile. Donc, cette partie-là est plutôt simple. Potentiellement, aussi bouger et être au milieu de table, c'est aussi plutôt simple. Donc, je pense que c'est en tout cas un secondaire de repli que tu pourras prendre en fonction des armées et qui est quand même assez facile à faire quand on est IK. On arrive maintenant sur ce qui va faire la richesse de ce jeu, c'est les scénarios. On va commencer par le premier, justement du format Strike Force, ça va être de récupérer les reliques. Déjà, grosse modification au niveau des règles, on va avoir le fait de retrouver les reliques. Ça va directement changer la manière dont on va générer les points de commandement. On le rappelle, normalement, début de la phase de commandement, parce qu'on est quelqu'un de sympathique, on gagne un petit point de co. Là, on n'a pas cette règle. Il va falloir contrôler un objectif qui est au centre de la table, c'est-à-dire en dehors des zones de déploiement. Et pour ça, on va marquer 1 point de co. Et si jamais on contrôle l'objectif qui est dans la zone adverse, on marque aussi 1 point de co. Donc on peut marquer jusqu'à 2 points de co par round de bataille au début de sa phase de commandement. Donc c'est quand même assez structurant. Ensuite, on va... Si on n'en a aucun, on en prend 0. Merci. Merci beaucoup. Il faut quand même le préciser, hein, attention. Ensuite, au niveau justement des objectifs primaires, on va être sur un bon vieux prendre et tenir, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, ça a changé, c'est plus 5 points par objectif, c'est 4. 4 si on en contrôle un deuxième, et 4 si on en contrôle plus que son adversaire, donc le deuxième. Donc 12 points maximum de ce côté-là. Par contre, on va avoir tuer-les, leur corps, souiller-les. Ici, ça va pas être leurs âmes et dents, ça va être, on va les souiller. Voilà, l'objectif primaire bis, c'est aller les souiller. À la fin du round de bataille, chaque joueur va tout simplement marquer 1 point de victoire cadeau qui comptera donc dans le total des primaires si jamais il tue au moins une unité jusqu'à un maximum de 3 s'il arrive à tuer 3 unités. Donc 12 points sur le contrôle map et 3 points d'attrition sur les primaires. Ensuite, si on regarde au niveau du déploiement, on est sur ce qu'on appelle un bon vieux marteau et enclume. Un objectif au centre de chacune des zones de déploiement. Et ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est que les 2 objectifs sont espacés de 16. Ensuite, un objectif, on le contrôle à 3 pouces et celui-ci fait 40 mm. Donc, si on regarde ici, normalement, à partir du moment où on lèche son bord de table, on pourra en contrôler un aussi si on est dans sa zone de déploiement. Donc c'est le premier scénario, finalement c'est presque le plus simpliste, on va le voir par rapport aux autres, dans le sens où le primaire bis,
est relativement facile à avoir et à traquer puisqu'il faut détruire son adversaire. C'est pareil, vous allez jouer contre du Custodes, vous êtes assez triste parce que marquer des points de primaire, ça va être un peu plus difficile. Vous jouez contre de l'orc ou pourquoi pas du Stellar Cult, ça devrait être normalement un peu plus facile à marquer. Donc, ou une armée très MSU. Donc, pareil, ça va dépendre des listes d'armées. En tout cas, il n'est pas compliqué à suivre. On le note aussi que c'est 1 à 6 objectifs. Il y en a 2, un dans sa zone de déploiement et 2 autres qui sont vraiment juste à côté. Donc, pour laver les bannières, il est aussi relativement facile à faire. Après, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on est à 16 entre les deux du No Man's Land, donc très proche, ce qui veut dire que si on a des unités qui peuvent advance et charge, qui peuvent bouger de douge et charge et ainsi de suite, on va très très vite se rentrer dedans. Donc c'est ça qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on est quand même sur un scénario où ça va beaucoup jouer sur le milieu de la partie. Donc il faudra quand même faire attention à quand même toujours avoir le sien pour pas que l'adversaire marque 2 points de commandement. Mais en tout cas, globalement, on sent que c'est un scénario qui va être déjà un peu plus rentre-dedans que ce qu'on a pu connaître avec des objectifs primaires qui sont assez proches les uns des autres. Ensuite, deuxième scénario, c'est avec un déploiement en diago. On va avoir dessus 5 objectifs primaires. 1 dans chacune justement des diagos, 1 au centre de table et 2 en opposition de cette diagonale-là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau des objectifs primaires, on va être justement sur un prendre et tenir, c'est-à-dire 4 points de victoire si on en contrôle 1 et pas 2 versus domination. On va donc pouvoir marquer 12 points de primaire à la fin de chaque round de bataille à partir du deuxième. La vraie particularité, c'est le primaire bis. Ici, ça va être avec la détonation. On va avoir 2 actions qu'on va pouvoir réaliser justement dans la zone, dans les zones de territoire adverse. On va donc bien faire la dissociation entre la zone de déploiement et les territoires adverses. En gros, la zone de déploiement, c'est espacé de 24 pouces l'une de l'autre, là où la zone de territoire est tout simplement 50% de la table coupée en deux. Ici, coupée en deux, dans le sens de la largeur, ça veut dire que comme on est sur un diago, on est à 1 millimètre d'un côté du territoire ennemi. Donc très intéressant. On va pouvoir réaliser des actions à la fin de sa phase de mouvement, et si on est de type troupe, elles seront validées à la fin de notre tour. Très puissant donc. En gros, ces actions vont être réalisées dans le territoire adverse. On ne peut pas réaliser déjà la même action le même tour, ça on le sait, mais on ne peut pas réaliser cette action si on a un marqueur de cette action à 9 pouces ou moins de là où on veut le faire. Donc ça veut dire qu'il faudra le faire tous les 9 pouces. Ok ? À la fin de la game, pour chaque action qui a été réussie et qui est toujours sur table, sous-entendu les explosifs qu'on a placés, on marquera alors 4 points de victoire. La contrepartie, c'est que son adversaire va pouvoir lui tenter de faire une action de désamorçage. Il suffit qu'il aille à côté justement d'un petit marqueur de bombe qu'on aura nous posé après avoir réussi cette action. Il jettera un dé et sur un 4+, il aura désamorcé votre action. Avec lui-même le coup d'une action quelque part. C'est un peu compliqué mais vous avez compris. La particularité, c'est que lui-même, s'il est troupe, il va désamorcer automatiquement puisqu'il aura +3 pour faire ce 4+. Donc même sur un 1, +3, ça fera 4. Ça passe. Super intéressant. Complexe, mais super intéressant. Alors, il y a beaucoup de choses là-dessus. Comme tu l'as dit, c'est le premier, on le voit tout de suite, où avoir quand même des troupes, c'est très bien. Des troupes qui servent à rien, pour pouvoir faire des actions ou des règles qui disent « je sers à rien, mais je te tire quand même dessus », tu vois. Exactement. Le Marines, le Culte, le Custo, toutes ces armées qui ont ces nouveaux mécanismes de jeu. En tout cas, effectivement, spammer des troupes quand on arrive sur ce genre de scénario, c'est pas mal. Effectivement. L'autre chose qui est assez intéressante, on a vu que le premier scénario, on va dire les points de primaire bis, c'était quand on tuait des unités adverses, et donc on s'était dit, mince, je joue contre le Custo, c'est un peu embêtant parce que je vais jamais le marquer. Là, c'est l'inverse. Le Custo, peut-être qu'il va poser des bombes chez vous, mais s'il s'amuse à poser une bombe plus désamorcer la sienne, il y a quand même déjà 2 unités. Alors, ok, il peut le faire avec un kata, truc muche, super. Faire des problèmes, ça. Ouais, c'est vrai. Donc, il va peut-être le faire une fois, mais il va pas le faire partout. Et puis, au coup de ses unités, au coup de ses figurines, il va pas s'amuser à désamorcer, poser, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que quand même, sur ce scénario-là, pour le coup, les armées élitistes ont un petit malus par rapport aux armées plus populeuses, ou en tout cas, où il y a beaucoup d'unités. Donc, celui-là, je le trouve très intéressant. Le bémol que j'ai, moi, comme dessus, c'est sur le tracking des bombes. Parce que quand chacun va poser des bombes, les uns sur les autres, avec les marqueurs, à 9 pas, ainsi de suite, il va falloir quand même avoir un certain nombre de petits marqueurs pour se rappeler où on a mis la bombe, qui l'a fait, et ainsi de suite. Donc là, il faudra quand même pas trop se planter. Ça, c'est peut-être le point un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ça redonne de l'attrait aux troupes et au fait d'en avoir plusieurs. Donc ça, moi, je trouve que c'est très intéressant. Et celui-là, il va être assez amusant entre je te pose une bombe, toi, tu vas me désamorcer. Il va y avoir un petit mind game qui va se faire, surtout que la plupart du temps, on va poser ses bombes un peu éloignées du centre de table. Or, on a besoin d'être au centre de table aussi pour marquer tous ces primaires. Donc, je pense que, clairement, les armées MSU vont être très avantageuses sur ce scénario-là. Et si les armées MSU avec beaucoup de troupes seront quand même plutôt bien. Je vais juste clôturer en disant que on est toujours capé à 45 points de primaire, mais il faut quand même noter que justement le deuxième joueur va être capable de marquer 27 points de victoire à la fin de son tour 5.
puisque il va marquer 12 points s'il contrôle plus d'objectifs que son adversaire et ainsi de suite, et jusqu'à 15 points s'il avait réussi un certain nombre d'actions. S'il avait réussi à le poser. Alors après, la difficulté pour caper à 16, il faut quand même avoir 4 bombes. C'est-à-dire qu'avoir 4 bombes, c'est avoir fait, on va dire, T2, T3, T4, T5, pour pouvoir faire cette action, et que l'adversaire, entre-temps, nous a pas désamorcé des bombes non plus. Donc, c'est pas aussi facile que ça, mais comme on l'a dit, si on a beaucoup d'unités, eh ben franchement, ce sera faisable. L'adversaire, il peut être très vite mis sous pression, surtout s'il n'a pas le T1, et que vous avez beaucoup d'unités, et que dès le T1, vous commencez à poser une bombe chez lui, et ainsi de suite, lui, il sera moins bien. Donc en tout cas, il est bien ce scénario. Ensuite, mission numéro 13, un déploiement un petit peu différent au niveau justement de la diago. Le fait est que c'est pareil, sauf que cette fois-ci, on va avoir un objectif dans chacune justement de nos zones de déploiement, 4 objectifs sur la diago, aucun objectif au centre, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. On est sur un domination cette fois-ci, ça veut dire qu'en gros, il faut donc contrôler 2 objectifs pour marquer 4 points de victoire, et ainsi de suite, jusqu'à un total de 12. La particularité, c'est là le fait d'avoir une action qui va se faire à la phase de mouvement et qui va se terminer, à la fin de son tour. Par objectif qu'on contrôle sur la ligne justement centrale, on va avoir marqué 1, 2 ou 3 points de victoire avec un maximum de 3 points de victoire. Faut quand même s'accrocher, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on contrôle celui chez nous pour faire l'action, et derrière 1, 2, donc 3 sur 4 objectifs qu'il va y avoir sur cette diago pour marquer les 3 points de victoire quand même. Le fait est qu'un domination avec un objectif chez soi très confortable, puisqu'en déploiement en diago, il faut quand même y aller pour arriver dans d'autres culs, versus le fait de s'étendre sur ce qu'on appelle un daube de guerre, c'est-à-dire sur la largeur de la table. Pareil, un scénario super intéressant, qui a changé un petit peu par rapport à ce qu'il faisait l'ancien, où l'ancien était un petit peu obvious par rapport à ce son Göder, où on savait qu'on allait marquer 15 parce qu'on contrôlait l'objectif chez nous tout le temps, quoi. Il y a un autre point aussi qui est hyper intéressant, c'est que celui-là, en fait, il va permettre de conserver un objectif, même quand on n'y est plus, à condition que l'unité qui contrôle l'objectif avant de partir soit super OP. Ouais. Donc, et là, c'est hyper intéressant parce que tout à l'heure, on a vu que c'était les troupes qui avaient des bonus. Et là, maintenant, c'est ce qui est, on va dire, objectif sécurisé. Objectif sécurisé, il y a plein de façons de l'avoir grâce à un stratagème. On le rappelle, le Black Templar peut le faire, le Tyrannide peut le faire. On a aussi des auras qui confèrent cette règle-là, notamment chez Space Marine. Donc, c'est vrai que, du coup, l'objectif sécurisé, ça devient hyper intéressant celui-là parce que, comme tu viens de le dire, pour marquer des points, il faut contrôler le plus possible d'unités, en tout cas de centres d'objectifs au milieu de la table. Là où c'est bien, c'est que quand nous on est objectif sécurisé, on l'a contrôlé, celui un des autres, et voilà. Et on va décaler toute sa force en rouleau compresseur vers l'adversaire, où l'adversaire, si lui il n'a pas la même règle, et ben malheureusement il va devoir quand même garder un peu des unités d'air pour garder le point, et il va se prendre le rouleau compresseur dans la tête. Donc c'est là où c'est quand même intéressant, ça rajoute pareil des petits bonus aux armées qui sont objectifs sécurisés par rapport aux armées où il y en aura peu ou pas du tout. Par exemple le Custodes, il va être très bon là-dessus, parce qu'une fois qu'il aura pris ces points-là, on se doute bien qu'il va commencer à vous rentrer dessus avec toutes ces unités-là. Là où d'autres armées qui jouent un peu moins là-dessus vont être plus faibles. Donc, il est bien. Il faut faire aussi des actions tous les tours. Bon, là, il n'y en a qu'une et c'est chez soi. Donc ça, en plus, ce qui est intéressant, c'est que l'action, c'est n'importe quelle unité qui peut le faire. Donc ça peut être un véhicule, ça peut être n'importe quoi, c'est pas précisé. En tout cas, il faut juste qu'on soit chez soi. Donc, elle est relativement facile à faire. En revanche, si on a des objectifs sécurisés, on aura un avantage sur son adversaire. Ensuite, mission 21. Sanctuaire abandonné. On va avoir comme objectif primaire prendre et tenir, c'est-à-dire qu'il suffit de contrôler un objectif pour marquer alors 4 points de victoire et ainsi de suite. Règle très spécifique à ce scénario, on a un no man's land donc qui fait les 24 pouces de large du centre de table et on n'a pas le droit d'y rentrer même avec de l'infiltration, même avec des mouvements pré-game. Très très chaud celui-là pour le coup. Il y a des armées qui vont faire la gueule, les armées justement qui vont avoir des commandos ou des listes SM qui remettent là-dessus, ou des Sista qui visent à impacter T1, ou des listes taux aussi qui vont pouvoir le faire. Celui-là, à mon avis, il va refroidir. Typiquement, on peut avoir des match-ups très positifs où t'es indépendant. Sur ce scénario, on se place pas. Donc ça rajoute un vecteur très intéressant sur la lecture du genre d'équipe ou la lecture des scénarios. Ensuite, au niveau justement du primaire bis, on va avoir sécurisé le sanctuaire. En gros, à la fin de chacun de ces tours, on marquera 2 points de victoire pour chacune des conditions remplies. 1 si on contrôle l'objectif au centre de la table, et 1 si on a détruit une unité qui était elle-même au centre de la table. Et en plus de ça, à la fin de la game, on marquera 5 points de victoire cash, donc un petit old school Eternal War, si on contrôle l'objectif central. Alors, celui-là, comme je le lis et comme je le pressens, ce que je n'aime pas, je dis tout de suite, c'est que j'ai l'impression que le joueur 2 est quand même très avantagé sur celui-là. Il joue en réaction de l'exposition du 1, et en plus de ça, il peut clean l'objectif, le récupérer, marquer 4 de bis, de primaire bis, et 5 en fin de game. Et c'est très bien.
Oui, c'est très bien, mais quand même, là, on a quand même très envie de perdre le jet de dés pour être second joueur. Donc, à voir, est-ce qu'effectivement, ça va compenser le fait que le premier joueur, vu qu'on est chacun chez soi, qu'on n'a pas pu avancer, le premier joueur, la force qu'il va avoir, c'est qu'il va pouvoir se projeter sur les objectifs du centre, sans contestation, sans rien, un peu tranquille, et puis marquer Limite, des secondaires sans faciles. celui du centre. Les deux latéraux, c'est vrai. tu vois. C'est vrai. Oui, mais du coup, il prendra pas, c'est là où c'est hyper intéressant, hein, c'est qu'il prendra pas les 2 points de victoire de l'objectif Mais secondaire. il n'en offrira pas 4 au sein de l'adversaire Voilà. au tour. Ouais. Donc ça va être un peu ça, à mon super avis. Intéressant. C'est de se dire, ok, j'ai le premier tour, toi le centre de la table, moi j'y vais pas, je vais prendre à côté, toi tu fais quoi alors? Tu vas au centre de table ou pas? Ah, tu vas pas non plus. Non. Encore un super intéressant Ouais. pour le coup en termes d'objectif. Donc il est assez sympa effectivement. Comme tu l'as dit, finalement c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, mais même finalement le joueur 2, il sera peut-être pas si avantagé que ça parce que le joueur 1 très certainement n'ira pas au centre. Et si le joueur 2 il va en premier, bon bah très bien, le joueur 2 il dira ah bah c'est moi qui vais peut-être marquer mes 4 points grâce à toi. Donc c'est vrai qu'il est possible que toute la partie on joue tout autour et qu'à la fin de la game au tour 5, on se jette au milieu. C'est à moi. Et vous allez le voir, on retrouve justement quelques mécanismes un petit peu Eldar School pour ceux qui avaient joué en V6, en V7 et ainsi de suite, avec le fait de marquer des points à la fin de la game. Ouais. Et à la fin de la game, tu cours et tu mets un doigt et tu fais chais. Alors là, si t'es joueur 2, tu fais chou. Si voilà, tu peux potentiellement laver l'autre, donc c'est quand même assez intéressant. Ouais, c'est bien. Ensuite, on va passer à la mission 22, on va être sur donc la conversion. Le mec, faux amis. Conversion. Donc ici, on va être sur un déploiement en opposition sur les quarts de table avec un no man's land de 18 pouces maximum, puisqu'on peut être à moins. Faut faire très attention. Hein. C'est 18 pouces au niveau justement du diamètre du cercle, mais on peut être à beaucoup moins. En tout cas, si jamais on lèche le centre, on est sur un prendre et tenir, donc il suffit de contrôler qu'un seul objectif pour ça. La particularité, c'est que on ne génère des points de commandement que si son seigneur de guerre est sur le champ de bataille et ou si celui-ci est embarqué dans un véhicule. Donc si tu te le fais sniper parce que c'est un gros ton et que tu dis je m'en fous, et ben là je m'en fous. Dommage. Dommage. Ensuite, au niveau des objectifs primaires bis, on va marquer 4 points de victoire à la fin de son tour si on contrôle l'objectif qui est dans le quart de table adverse, c'est-à-dire sa zone de déploiement à lui. 2 points si on contrôle un ou deux des objectifs qui sont justement dans le no man's land. Et 1 point de victoire si on ne contrôle pas celui qui va y avoir chez nous. À savoir qu'on ne peut pas passer en point négatif. C'est quand même bien de préciser, ça fait que si on a 0 objectif, au moins on perd pas 1. On marque 0. Voilà. Bah écoute, celui-là il est assez simple. Moi je l'aime bien parce que finalement... Parce qu'il est simple. Bah déjà parce qu'il est simple et en plus il va combiner avec pas mal de secondaires potentiels comme le Stranglehold qu'on a vu, on va avoir envie de prendre 3 objectifs, pourquoi pas les quarts de table parce que comme on voit comme il est situé, les quarts de table vont bien combiner aussi avec. Donc celui-là pour le coup, la seule difficulté qu'il va avoir c'est de jamais se faire prendre son objectif. Donc ça c'est vraiment le plus important parce que quand l'adversaire va commencer à marquer 4 points, ça va faire mal. L'autre particularité aussi qu'il y a dessus, c'est qu'il n'y a pas de limite de points qu'on peut marquer sur les prises d'objectifs. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut marquer peut-être 6, 12, 20, 40 points. Alors, on peut pas marquer 40 points parce qu'on peut marquer 6 par tour, mais x 5, imaginons, x 4, ça fait quand même 24 points de victoire grâce à ce primaire bis en fait. Les autres sont capés. Sur celui-là, il n'est pas marqué que on peut marquer que 3 points et tout ça. On est capé sur les 45 primaires Voilà, overall, mais on n'est pas exactement. capé en effet par la méthode de soit prendre et tenir, soit du primaire bis. Exactement, donc ça veut dire que si on commence à prendre l'objectif de l'adversaire plus d'autres en milieu de table, très vite on va marquer beaucoup de points. On va caper son primaire finalement, pas tant en contrôlant tous les objectifs, mais juste certains. Et donc celui-là il est quand même pas mal là-dessus, et puis il combine bien avec les autres. Donc celui-là il est assez simple, il est bien, et puis il va juste demander à bien protéger finalement son petit objectif chez soi. Ensuite, on passe au scénario 23, The Scoring. Là, déjà, déploiement marteau enclume, 5 objectifs, aucun dans la zone de déploiement. Là, c'est tu veux prendre un objectif, il va falloir aller le chercher. Hein, et ton Là. adversaire, il t'attend. Donc, Alors, on dit ça, maintenant, encore une fois, ils sont espacés de 18 pouces, c'est-à-dire qu'il est à 6 pouces comme on peut le prendre à 3 pouces et que derrière, il fait plus de 40 mm. Si on lèche son bord de table, on est très près de l'objectif. Oui. Hein. Mais, quand même, dépendamment des décors, ça risque d'être assez compliqué. Au niveau des primaires, on est sur un bon vieux prendre et tenir, c'est-à-dire qu'il faut contrôler qu'un objectif pour marquer 4 points de victoire et ainsi de suite. Au niveau du premier bris, il faut justement scanner les objectifs. Là, c'est une action que tout le monde peut faire. Pour la faire, il ne faut pas avoir d'unité ennemie à portée d'un objectif et l'action est réussie quel que soit son rôle au début de sa prochaine phase de commandement. Il faut donc tanker un tour entier pour y arriver. Par contre, si on y arrive, automatiquement on marquera 3 points de victoire par objectif, et on ne peut pas le faire 2 fois sur le même objectif, par objectif qu'on a scanné.
Celui-là, Super intéressant. Ouais, alors moi celui-là je le trouve très sanglant parce que quand même les objectifs comme ils sont placés sont quand même relativement proches les uns des autres. À 18 pouces. Ouais. Je charge à 6. Et quand moi je suis en train de scanner jusqu'à ma phase de commandement et comme l'adversaire qui va jouer, il va dire qu'est-ce que tu fais toi là? Attends, j'arrive, je vais t'expliquer la vie. Donc franchement. J'ai une stratégie imbattable. Ah. Tu joues que des rideaux et tu fais un rideau. Bah, non mais tu rigoles, mais c'est ce que j'allais dire un peu parce que les véhicules ils sont pas trop mal pour faire ça. Tu scannes avec un véhicule, peut-être qu'ils sont un peu plus durs à finalement à détruire, faudra voir. Clairement, une armée encore comme le Custo, il est un peu avantagé parce qu'il y a des unités très tanky quand il va faire son action. Il a de fortes chances que l'unité soit encore là jusqu'à sa phase de commandement. En revanche, surtout s'il est sur le bon kata. oui, plutôt. Mais c'est avec ton corps. bah oui, c'est ça. C'est un petit. Mais non, mais voilà. C'était l'os de la mare. Putain, on l'a reconnu. Ah ouais, il m'a traumatisé avec son pour Calia. Non, ça suffit. Ah, maintenant, ça suffit. Ça suffit, ce stratagème à la con. Donc non, mais plus sérieusement, effectivement, celui-là, quand même, il est assez sanglant. Scanner, ça va être difficile. Il y a des armées qui vont pouvoir le faire plus facilement que d'autres. C'est vrai que les armées qui sont typiquement le Kul'jin Stellar, qui sont quand même pas connus pour avoir des unités hyper tanky, surtout si les objectifs sont un peu dans la pampa, il faudra voir comment sont réalisées les tables à côté. Mais bon, il risque de pas être simple. Donc celui-là, à mon avis, quand même, on va pas forcément beaucoup marquer le primaire bis et on va vite se mettre sur la tête. Donc ça va être assez rigolo, mais assez sanglant. Yes, on va maintenant passer sur moi mon scénario préféré puisqu'il est asymétrique et vraiment je le trouve extraordinaire puisque systématiquement on a vocation à polariser en fait les games, c'est-à-dire qu'on part rarement en fait en rideau ligne droite. En fait systématiquement on vise à inverser on va dire un côté de la table et là on est sur un scénario asymétrique au niveau des objectifs. Donc on va pouvoir soit faire ce que je viens de dire, soit au contraire prendre à contre-pied son adversaire. Et je le trouve vraiment passionnant, c'est celui que j'ai le plus drill en test ici. Déjà, au niveau justement de la génération de points de commandement, on ne va générer de points de commandement que si on contrôle l'objectif qu'on a chez nous. Donc déjà, c'est assez intéressant. On est sur un système de primaire à domination, c'est-à-dire qu'il faut contrôler 2 objectifs pour marquer 4 points de victoire. Et que pour le coup, on marquera 2 points de victoire bonus si on contrôle un objectif dans le territoire adverse, pas dans sa zone de déploiement. Donc dans 50% de la table, enfin de chez lui. Et mine 2, c'est un des rares objectifs où on peut marquer déjà 2 points de primaire au round 1, avant la phase de commandement qui va s'en suivre. Donc c'est vraiment intéressant. Et derrière, à la fin de la game, on pourra marquer 4 points de victoire pour chaque objectif qu'on contrôle dans la zone de déploiement adverse, et 2 points de victoire si jamais c'est dans le territoire ennemi. Et donc on a quand même moyen, à la fin de la game, de marquer 8 points de victoire, donc d'inverser la vapeur. Celui-là, comme tu l'as dit, il est très bien, notamment sur le positionnement en fait, des objectifs. Jusqu'à présent, on n'avait jamais vu ce style-là. On se rend compte que quand même, si on prend la bande du milieu, on a quand même 4 objectifs qui sont vraiment dans la bande du milieu et 2 qui sont plutôt excentrés. Donc, est-ce qu'on va vouloir jouer, entre guillemets, un peu paquet pour garder le sien et puis vraiment aller sur la zone du milieu ou au contraire, aller jouer sur les bords de table pour essayer d'excentrer tout ça? Assez difficile à dire. Juste pour l'avoir vraiment drill, celui-là, c'est un plaisir. En fait, systématiquement, tu mets rien, tu fais toutes tes faibles là-bas, tu mets tout, tu essayes de te redéployer. C'est vraiment super subtil la manière dont on va être capable de rediriger ses ressources sur un scénario asymétrique. C'est génial parce que aujourd'hui, on est de plus en plus finalement sur des tables symétriques au niveau des décors et ainsi de suite. Et certains joueurs aiment le fait, quand on choisit son bord de table, quand même d'avoir un plus gros occultant ou quoi. Et ben là, automatiquement, on est sur une asymétrie par rapport au déploiement, même si c'est symétrique par rapport à la diago. Et donc c'est super intéressant quoi. Et puis quand même ce qui est aussi sympa, c'est que c'est sur le primaire bis, pour marquer les points, faut être très proche de son adversaire, faut être dans la zone de déploiement. Donc c'est pareil, c'est que quand même, au bout d'un moment, les armées qui ont cette projection, comme tu l'as dit, qui sont agressives, qui ont envie d'aller au corps à corps, sur ce genre de scénario, ils sont plus avantagés que ceux qui ont plutôt envie de tirer et de rester un peu chez eux pour venir laver au maximum. Donc c'est vrai que ça c'est très intéressant. Après, il y a quand même la possibilité de marquer beaucoup de points à la fin de la partie. Donc peut-être qu'il y a des joueurs qui vont tout simplement temporiser un peu en début de partie pour essayer de se dire à la fin, j'arrive, je marque 8 d'un coup avec là-dessus. Joueur 2, encore une fois. Exactement. Donc il y a de la stratégie, il est bien, donc il est fun. Ensuite, on passe au scénario 32. On est sur un déploiement qu'on a déjà vu. Donc, je rappelle qu'on est espacé de 24 pouces, mais que au centre du cercle, enfin sur le diamètre. Donc, attention, si jamais vous léchez le cercle, vous pouvez vous faire surprendre quand même par une petite charge inopinée. Ensuite, au niveau justement des objectifs, on rappelle que là, si vous êtes super OP, vous pouvez quitter les objectifs, vous les contrôlez toujours. Au niveau de l'objectif primaire, prendre et tenir un seul objectif pour marquer 4 points de victoire et ainsi de suite. Et là, primaire bis, assez intéressant puisque vous allez pouvoir marquer 2 points de victoire si vous répondez à une des conditions suivantes et 3 points de victoire si vous répondez aux 2. Parmi les conditions, on va avoir contrôler un objectif qu'on ne contrôlait pas au début de son tour. Et enfin, détruire une unité qui elle-même contrôlait un objectif. Et donc, ce qui est quand même assez rigolo, et je le dis, mais parce que je suis sûr qu'on aurait pu baiser trop de monde T1, vous ne vous mettez pas sur votre objectif. Tu vois, comme ça, T1, tu fais, j'y vais.
2 points. On est un point. Parce que vous ne l'avez pas vu. Et il faut le dire comme ça. Hein, j'y vais, 2 points. Si vous ne le dites pas comme ça, déjà, ça ne marche pas. Je suis sûr, et franchement, je suis sûr que si on ne l'avait pas dit, on aurait niqué trop de game T1. Bah moi je suis à 2 et toi? Bah 0. Bah t'es con. Ouais. Non seulement si le mec a de l'artillerie, en plus il peut vous pilonner chez vous, et donc en plus marquer 3 points cash, et créer un delta tour 1 quand l'autre n'a pas bougé une fixe, c'est quand même un petit peu con, parce que derrière il faut aussi aller récupérer les primaires qu'il va y avoir au centre de table, et ainsi de suite, quoi. Mais encore une fois, un scénario super intéressant. Il est bien, effectivement. Après, c'est pareil, c'est un peu comme l'autre, puisque vu qu'on va marquer des points quand on va tuer des unités qui étaient sur un objectif, est-ce qu'on va vouloir exposer le centre de table? Est-ce qu'on va vouloir y aller ou pas? Est-ce qu'on va vouloir essayer de minder un peu et d'essayer de prendre des objectifs faciles, cachés, et de se sauvegarder sur les points? Donc on va voir. Encore un objectif à 5 points, ce qui veut dire que potentiellement, si on prend des strongholds, ainsi de suite, on vient très vite sanglant, on est encore assez proche, donc c'est pareil, pour moi c'est encore un scénario qui favorise un peu le corps à corps par rapport au tir. Mais en tout cas, il est assez sympa, et comme tu l'as dit, pensez bien quand vous allez vous déployer dès le T1. Hein. Pas comme moi. Ensuite, on passe au scénario 33, c'est le dernier qu'il va y avoir. On est sur un déploiement qu'on connaît, encore une fois, avec un déploiement diago... marteau et enclume, c'est un petit peu chelou. On est sur 5 objectifs, un au centre de table qui bouge pas, et ensuite on a un objectif dans chacune des zones de déploiement, et un objectif justement au niveau du No Man's Land, avec à chaque fois un dans chacune justement des zones de territoire. Et ensuite, juste après d'avoir choisi sa zone de déploiement, mais avant d'avoir fait son déploiement, les secondaires et ainsi de suite, alors le joueur qui est l'attaquant, c'est-à-dire que celui qui avait choisi sa zone de déploiement, va pouvoir bouger soit un des objectifs A, soit un des objectifs B. L'autre joueur en réaction va pouvoir bouger le A ou le B restant et un des 2 autres restants. Et ensuite, le joueur qui est à l'attaquant va bouger le dernier objectif de jusqu'à 6 pouces sur l'axe horizontal. Ensuite, on va noter secrètement un objectif qui est dans le territoire, donc pas dans la zone de déploiement, mais dans le territoire, donc 50% de la table de son adversaire. Et au niveau des objectifs primaires, on va être sur un prendre et tenir. Il suffira d'en contrôler un pour marquer 4 points de victoire. Et en primaire bis, on marquera 3 points de victoire à la fin de son tour si on contrôle l'objectif qu'on avait décrit comme étant prioritaire. Donc sous-entendu, il faut aller dans la zone de territoire adverse pour justement pouvoir marquer 3 points de victoire bonus. Les points de victoire bonus, quand même, vont être assez difficiles à mettre. Surtout quand on va commencer à déployer les objectifs. La plupart du temps, on va essayer de les reculer et ainsi de suite. Donc, pour que ce soit plus difficile pour l'adversaire de venir le prendre chez vous, et l'adversaire, normalement, va faire à peu près la même chose. Donc, c'est vrai que celui-là, pour le coup, je trouve que le primaire bis, on va pas le marquer énormément. Pareil, ça va encore favoriser, vu que c'est dans la zone, entre guillemets, de déploiement ou le territoire adverse, les armées qui ont beaucoup de mobilité, les armées qui peuvent se projeter, qui vont pouvoir aller chercher justement les objectifs adverses en lui rentrant dedans potentiellement. Donc toujours ces unités potentiellement de corps à corps, ou les armées de tir pur vont avoir plus de mal. Donc c'est pareil, c'est encore un scénario qui favorise la projection, le super OP aussi potentiellement pour pouvoir être super OP sur l'objectif adverse et donc avoir son objectif prioritaire et marquer ces 3 points-là. Bref, beaucoup de choses. Objectif encore à ce que 5 objectifs primaires, enfin objectifs à prendre. Donc c'est pareil, hein, vu que c'est asymétrique, ça va obliger d'aller au centre de table également très souvent. Donc qui dit centre de table dit de la violence, de l'attrition du corps à corps. Donc je pense que c'est encore un scénario qui favorise un peu le corps à corps par rapport au tir, ce qui est plutôt pas mal parce que quand même globalement, les armées de tir aujourd'hui sont des armées qui sont relativement fortes, qui peuvent faire très mal. Et on n'a pas tout vu. Et on n'a pas tout vu. Et c'est vrai que les armées de corps à corps ont besoin peut-être d'être équilibrées sur ces scénarios qui les favorisent pour marquer des points et peut-être, au bout d'un moment, finir table rasée, mais en tout cas, marquer tellement de points sur les primaires et sur les secondaires de gagner la partie. Donc, je trouve que c'est assez intéressant, même si celui-là, il est quand même pas simple. On a fait le tour, mon petit Mister M, justement, des objectifs secondaires, des mécanismes de jeu qui vont un petit peu changer et aussi justement des scénarios. C'est quand même super riche. Franchement, avec un simple livre, il donne envie de tout retester. Et même si on avait déjà des listes existantes, de les redrill, de les retester pour justement voir comment est-ce qu'elles vont réagir sur le champ de bataille, peut-être de la subtilité sur les secondaires qu'on prenait de façon obvious, qu'on va plus prendre de façon obvious. Encore une fois, un jeu qui va vraiment se baser sur l'échange de ressources et qui va monter de façon progressive avec beaucoup plus de retournement de situation T5. Alors exactement, pour moi ça rebat toutes les cartes de la façon dont on doit faire ses armées, notamment avec les secondaires, puisqu'on a bien compris qu'aujourd'hui il y a beaucoup de secondaires qu'on fait, mais il faut avoir au moins 3 figurines dans l'unité. Il y a des bonus quand on est super OP, en tout cas quand on est objectif sécurisé, il y a des bonus quand on est troupe. Il y a beaucoup de scénarios où il faut faire des actions en complément peut-être de secondaires, il faut aussi faire des actions, donc il faudra penser qu'il y aura peut-être des scénarios où vous allez devoir faire 3 actions, imaginons, parce que vous allez poser une bombe, enlever la bombe de votre adversaire, chercher l'Octarius, la donnée qui va bien, donc ça veut dire qu'il y a déjà 3 unités à vous qui potentiellement vont être immobilisées pour faire des actions et donc pas faire de létalité, rien faire d'autre. Donc tout ça, ça veut dire que clairement,
Il faut bien réfléchir à ce qu'on va vouloir faire, quel type de secondaire, comment se gagnent les scénarios avec ces primaires bis. Ça rajoute énormément de fraîcheur. Tu l'as dit aussi, il y a quand même pas mal de scénarios où les points de commandement les gagnent plus pareil, donc il faudra quand même faire attention par exemple à son Warlord, à quel objectif on contrôle. Beaucoup de choses à avoir en tête. Pour moi, très clairement, les premières parties, ça va être un peu compliqué. Il faudra bien avoir son chapter approuvé à côté pour bien se rappeler des secondaires, pour bien comment on les marque, bien les primaires se rappeler. Et donc clairement, il y a une phase d'apprentissage sur ces 9 scénarios. Il va falloir lire les règles. Ouais. C'est quoi ce jeu? Ouais, ils sont cons. Je retourne sur WoW. Mais sérieusement, je pense que clairement, c'est ça qui va être bien, c'est qu'on se dit, ils ont dit en tout cas au niveau de Warhammer qu'ils aimaient faire des saisons. Et que là, c'était des saisons qui allaient durer à peu près 6 mois avec du nouveau scénario. Clairement, à mon avis, la maturité de cette nouvelle saison, il y aura 2 mois, je pense, de jeu avant qu'on soit bien dans chaque game, qu'on comprenne bien et qu'ils commencent à avoir des archétypes de liste bien définis avec comment je fais mes secondaires et ainsi de suite. Je pense qu'en tout cas, c'est pas clé en main et ça, c'est vachement bien parce que justement, ça demande de jouer, ça demande de faire des tests, ça demande finalement d'avoir des théories un peu dans sa tête, de se rendre compte que non, en fait, sur ce scénario-là, ma liste, elle fonctionne pas du tout parce que j'ai pas pris les bonnes unités. Le genre d'équipe va être encore plus passionnant. Par contre, la matrice, ça va être encore plus complexe, quoi. Et le mec qui fait les pairings, ça va être encore plus difficile. Ah, mais c'est aussi la saveur du jeu. Ah, bien sûr. C'est ce qui fait qu'en tout cas, si on aime se creuser la tête, on a ça avec ces nouveaux scénarios, on a ça pour refaire des listes, donc voilà, on n'a plus qu'à envie de jouer, de tout tester, de voir ce qui fonctionne pas. Pour ça, c'est pour moi le pari gagné de Games Workshop avec ce chapter approuve. Pas mieux. En tout cas, un grand merci à toi justement d'être venu lire ces 2 livres. Il y a une autre vidéo qui contient justement les changements de coups en points et l'équilibrage inter-armée, intra-armée qu'on va pouvoir retrouver. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Flag Show, et c'est important les amis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien est en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.